Ok, c'est reparti pour l'update et la quatrième vidéo où je raconte mon histoire et mon avancée et j'ai de très très bonnes nouvelles. Déjà, on va aborder 14 points différents et on va commencer par le premier sans perdre de temps. On va aller vite. En vrai, il y a des points où c'est juste un truc vite fait que j'ai besoin de mentionner et des points où vraiment on va aller en profondeur, tu vas voir. Le premier, c'est juste une vidéo que j'ai vue. Ça m'a fait rire parce que c'est à peu près moi. Genre, comment le mec se sort après 6 mois de building, mais toujours pas de revenus. Bon, moi, on a commencé ça fin septembre, début octobre, à peu près. On est fin janvier, presque début février. Ce qui veut dire ça fait genre 4 mois. 4 mois, toujours pas de revenus, mais prochaine vidéo, il y aura du revenu. Je vais t'expliquer pourquoi justement. Mais le singe, il me fait rire là. J'ai vu ça, je me suis dit, il parle exactement de moi là. Ça fait 4 mois que je fais des vidéos de building machin, mais il n'y a toujours pas de revenu qui est rentré. Mais tranquille, c'est normal. Justement d'ailleurs, les vidéos elles seront plus régulières. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Parce que concrètement, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai fini d'écrire le livre. Je vais te montrer directement. Il fait à peu près. Il fait ouais 110 pages le livre. Donc j'ai écrit, du coup basé sur toute ma connaissance et surtout ce qui est bien, surtout parce qu'en fait Tugan Bara il l'avait recommandé, le livre, c'est pas d'en faire que un e-book, mais d'en faire un livre physique, ouais un vrai livre quoi. Donc ça a pris quelques semaines pour avoir le code ISBN, comme ça le livre je peux en faire un vrai livre qui sera imprimé, parce qu'il faut qu'il soit identifié, machin machin. Bon, j'ai fait les procédures un peu, ça faut que je m'en occupe, mais il y aura la version physique bientôt. J'ai fait aussi le livre audio, je l'ai enregistré, et derrière j'ai fait aussi du coup pour vendre le livre, parce que le but c'est que ce soit comment on appelle ça, le front-end, voilà, tu sais, parce que sur le funnel il y a le front-end, ce que les gens ils voient directement, et derrière il y a le back-end où après tu leur proposes des upsells et tu veux leur revendre des choses derrière. Du coup ça servira de front-end, et derrière le but c'est de vendre le gros produit à 500 € à peu près. Donc ça devrait aller assez vite en termes de revenus. Il suffit que je fasse 3 ventes et c'est bon, je peux en vivre. Et évidemment, c'est un produit qui est vraiment solide, quoi, justement. Aussi, j'ai pris pas mal de temps pour travailler dessus, pour en faire un produit qui peut se vendre. Actuellement, en vrai, j'ai le MVP. J'ai le minimum viable product, je pourrais le vendre actuellement. Et les gens seraient satisfaits. Et ils en auraient vraiment pour leur argent, pour 500 € avec toutes les compétences qu'ils auront après et tout. Mais je me dis quand même, j'ai envie de commencer par tester uniquement avec le livre, enfin du coup en e-book, le temps que je fasse la version physique aussi, plus livre audio en order bump. Ce sera la première offre. Et justement, pour vendre ça, j'ai fait une VSL. J'ai fait ma première VSL. Pour ça, j'ai suivi la vidéo de Valère, la structure CEO. Oh, comment ça va. Attends, je vais te montrer. Ouais, c'est cette vidéo. Rêve, expliquer les échecs. En fait, c'est basé sur la phrase de Blair Wallen. Et je suis content d'avoir vu ça, justement. C'est les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, calment leurs peurs, confirment leurs doutes ou leurs suspicions et les aident à jeter la pierre sur leurs ennemis. Et du coup, en plus, c'est que ce qui est puissant sur cette phrase, c'est que, en fait, je l'avais déjà entendu, et avec le temps, j'ai commencé à constater certains de ces points de façon individuelle, surtout ceux qui les aident à jeter la pierre sur leurs ennemis. C'était une vidéo, attends, je sais pas si je peux la retrouver, mais en gros, c'était une vidéo qui parle de la Corée du Nord, qui commençait à être en tension avec Israël, et je crois qu'il est menacé de faire certaines choses et tout, et tu voyais les gens, ils commençaient à encourager la Corée du Nord, parce que Israël c'est l'ennemi, donc le fait que la Corée du Nord jette la pierre sur les ennemis, et bah eux, ils commencent à aimer la Corée du Nord, tu vois. Et j'ai vu ce mécanisme devant mes yeux, attends, je vais essayer de retrouver la vidéo, parce que c'est du pur comportement humain, en plus la plupart des gens ils sont émotionnels, bon pour le coup là c'est pas si irrationnel ce qu'ils pensent, mais ce que je veux dire c'est que les gens ils sont domptés par leurs émotions, et quand tu arrives à analyser ces mécanismes, moi-même je le suis, faut pas croire que justement, plus tu penses être au-dessus des autres et ne pas avoir de biais, plus tu ignores tes biais. Ça lui-même, il en parlait Robert Greene dans son livre Les lois de la nature humaine. Il disait que les gens les plus irrationnels, c'est les gens qui sont le moins conscients de leur irrationalité, et les gens les plus rationnels, c'est les gens les plus conscients de leur irrationalité. Mais en tout cas, on est forcément irrationnel d'une certaine façon, et on a forcément tous des biais. Juste, attends, je vais essayer de retrouver la vidéo en question. Bon, en fait, la vidéo, je l'ai pas trouvée, mais si après au montage, j'arrive à la retrouver, pour que tu vois les commentaires, c'est exactement ce mécanisme. Vive la Corée du Nord. Vive Kim. Bravo au président de la Corée du Nord, vive la Corée du Nord. Vive la Corée du Nord. Bravo, monsieur Kimi. Petit surnom. Donc oui, effectivement, c'est la structure que j'ai suivie, ça. Ouais, après, il y a Enemy. Justement, les mécanismes t'expliquent c'est quoi le pont pour passer de la situation actuelle vers la situation désirée. T'expliques un peu comment il va, en gros, comment il va s'y prendre, tout ça. Les rêves, tu rajoutes une couche, urgence, CTA. Et après, ça c'est le body. Il y a le lead, le close aussi. Parce que tu sais, la VSL, il y a le lead qui a pour but de capter l'attention, de le convaincre de rester. Le body où tu développes tout. Et le close, tu le convaincre d'aller sortir la CB et d'acheter. En suivant cette structure, j'ai fait ma première VSL. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en premier lien. Le but, c'est vraiment que... Justement, c'est pour ça aussi que je fais cette chaîne, pour pouvoir avoir des analyses de gens qui sont dans le marketing, des gens qui s'intéressent au copywriting, tout ça, et que ce soit le plus critique possible. Et surtout, si toi-même tu peux y aller, et que tu vois la VSL, tu l'analyses, tu me fasses dans les commentaires en dessous un feedback, tu me dis, si tu étais à la place de l'avatar là, est-ce que tu achèterais après avoir vu cette VSL ?
Et aussi, tout simplement dire quand est-ce que c'est convaincant, quand est-ce qu'on fait moins confiance, est-ce que ici t'es méfiant parce qu'il y a ceci, cela. Si tu veux analyser la VSL, c'est un plaisir. Il y a le premier lien en bas pour que tu puisses me dire. Après cette vidéo, de toute façon, je te le rappellerai à la fin, c'est pas un souci. Et ce que j'allais dire par rapport à mes ressentis, faire cette première VSL, franchement, avant de la faire, je sais pas comment expliquer cette sensation, mais c'est comme quand tu sais je sais pas, t'es à la piscine ou quoi, il faut aller à l'eau, mais tu sais, ça paraît froid, t'oses pas rentrer. Tu prends quelques gouttes et tout, tu te dis non, c'est trop. Mais tu sais que tu vas devoir à un moment ou l'autre sauter dedans. Et après, quand tu sautes, c'est désagréable pendant 5 secondes. Après, c'est bon, ça va. T'es dedans et puis tranquille. Et bah, j'ai eu exactement ça. Mais c'était trop bizarre parce que c'est comme s'il y avait une barrière psychologique qui fait que, genre, faire la VSL, c'était. Pourtant, c'est juste, tu sais, tu fais un script, tu tournes la vidéo, tu montes la vidéo et t'as la VSL. Il y a 3 étapes. Mais pourtant, je sais pas, c'était bizarre. En tout cas, ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai pas eu ce problème de page blanche et tout en suivant la structure de Valère. Franchement, Valère, s'il peut vraiment me rendre riche plus tard, je lui rendrai hommage d'une façon ou d'une autre. On verra. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir une structure bien précise à suivre, ça me permettait de bien m'y prendre. Parce que, en fait, moi, mon problème, c'est que je sais pas être dans l'émotionnel. Je suis pas quelqu'un qui arrive à réussir à projeter des émotions chez les gens et tout. Moi, tout simplement, je suis purement dans le mécanisme. Genre, si je connaissais rien du tout au marketing, je devais faire une VSL, j'aurais fait que du mécanisme. J'aurais dit, ça marche comme ça, il faut faire ceci, tu vas apprendre cela, je décris le produit, tu vois. J'aurais pas fait les rêves, les peurs, les ennemis, les doutes, le emotional engineering, tu vois. En fait, tout ça, c'est vraiment, tu sais que quand j'y repense avec le recul, c'est de la pure manipulation. Et c'est de la manipulation pour la bonne cause parce qu'on vend un beau produit derrière. Surtout ça, je précise bien, si tu manipules pour vendre un bon produit, et le mec, après, tu sais qu'il sera satisfait, t'as fait une bonne chose. Si le mec, tu sais qu'après, il sera pas satisfait, là, tu fais de la merde, faut s'arrêter. Mais en fait, quand je dis que c'est de la manipulation, c'est pas dans le sens où réussir à convaincre les gens, la persuasion et tout. Non, c'est vraiment dans le sens où, tu sais que j'ai revu ma VSL. Et aussi, à un moment, j'étais en train de faire un truc. Attends, en fait, je peux pas finir ma phrase parce qu'il y a des mécanismes dans des mécanismes. Genre, j'ouvre dans un tiroir, dans un tiroir, dans un tiroir. Tu vas comprendre là où je vais en venir. Après, je vais terminer. Attends. Voilà, du coup, ça, c'est une page d'une VSL sur laquelle j'étais tombé. Tu sais, je suis parti sur les sites genre Le Monde, Figaro, je sais pas quoi, avec des articles. Et il y a de la pub un peu. Du coup, j'ai cliqué sur une des pubs pour commencer un peu à analyser et voir les mécanismes marketing, tout ça. Et je suis tombé sur celle-là. La méthode gélatine bariatrique, je sais pas quoi, pour forcer votre corps à expulser les graisses. Bref, j'ai analysé un peu. Et ce que je voulais dire, c'est que elle a duré vraiment, je crois, 1 heure, un truc comme ça. Et j'ai suivi pendant 1 heure, pendant tout le truc. Et ce qui est incroyable, c'est que, en fait, après l'avoir vu, tellement les mécanismes ils étaient puissants, et j'ai identifié tous les mécanismes. Il y avait de la spécificité, il y avait de la proof, il y avait de la social proof, il brisait des objections aussi, il rendait tous les autres mécanismes obsolètes, et il disait, c'est seulement avec notre méthode que ça va fonctionner. Il disait, bref, en fait, toutes les objections que tu pourrais avoir en tête, il les levait plusieurs fois. Pendant 1 heure, c'est comme, en plus, il y avait un format documentaire un peu. Ouais, tu vois, ici, ils mettent un expert et tout. Mais le pire, c'est que c'est généré par IA. Genre, ils ont fait des deepfakes. À un moment, tu vois un petit logo Gemini. Moi, j'ai vu que c'est de l'IA, mais de toute façon, en fait, l'avatar, c'est des vieux, donc ils savent pas. Ils captent pas. Je pense que c'est des femmes, des mères de famille de 40, 50, 60 ans. Tu vois, c'est ça l'avatar. Donc, ils captent pas. Tu sais, ça fait une émission un peu France Télévisions, machin. Il y a à la fois l'IA qui est ultra mal foutue. J'ai reconnu tous les mécanismes. En gros, eux, leur big idea, c'est de dire tout ce que tu as déjà essayé, c'est de la merde, ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la gélatine avec telle manière, et voici la preuve, et voici les témoignages, et voici les conseils d'un expert, et voici l'autorité, et voici tous les mécanismes que tu peux utiliser, il l'a utilisé, et le pire, c'est qu'à la fin, genre quand c'était le moment du call to action, et de révéler le produit, et de dire maintenant, voici le produit qu'il faut acheter, je savais, genre rationnellement, à 100%, je savais que c'est du bullshit, parce que moi-même en plus, tu sais, c'est des gélules pour perdre du poids en gros, le mécanisme il est complètement absurde, il se fout de toi, le mec en fait il te prend vraiment pour un singe, il te prend pour un... En fait ouais, il prend ton cerveau et il lui fait jouer des tours comme ça, il te dit n'importe quoi, et pourtant à la fin j'ai eu une sensation bizarre où j'avais envie d'acheter, genre quand j'ai suivi tout le long du truc, j'ai pas compris ce que c'était pas rationnel, mais il y avait une partie de moi qui voulait acheter le produit, j'étais confus, je me suis dit mais comment c'est... Genre je sais que c'est une VSL, je sais que c'est du marketing, je sais que c'est généré par IA, je sais que le mécanisme c'est de la merde, si tu veux perdre du poids faut faire du sport et moins manger, c'est tout. Enfin, déficit calorique, pour faire encore plus simple, voilà. Ils en ont pas parlé, ils ont parlé de gélatine, mécanisme agréable aussi, tu vois, ça notamment, ça fait que les gens ils aiment bien, ils achètent plus, facile, résultat rapide, proof, grande probabilité que tu réussisses, bref, tu as tout ce qu'il faut, tu vois, tous les trucs de Alex Hormozy, de tous les marketeurs et tout, le mec il a tout mis. Et genre j'ai tout analysé, mais pourtant, il y a une partie de moi qui voulait acheter. Et je savais que... Je sais pas, c'était bizarre. En plus, moi-même, tu sais, ça c'est pour les femmes qui veulent perdre du poids de plus de 40 ans. Moi-même, je suis un homme, j'ai 18 ans,
Alhamdoulilah, ça va, je suis bien, je suis en forme et tout. Et pourtant, il y a une partie de moi qui voulait acheter le produit, j'ai pas compris. Ça m'a fait trop bizarre. Et moi-même, quand j'ai produit ma propre VSL, j'ai constaté la même chose. Il y avait pareil dans le sens où, genre, après avoir vu tout ça, on a détaillé les rêves, on a parlé des peurs, on a justifié les échecs, genre, on a tout fait. On a parlé des ennemis, machin, il y a eu de la proof. En fait, après tout ça, à un moment, tu te dis, c'est bon, j'ai envie d'acheter le truc. C'est une partie de ton. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est comme si le mec il tire sur les bons leviers, il y a une partie de ton cerveau. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment parce que le cerveau, il a la partie reptilienne, la partie rationnelle, le subconscient, machin. Et bah, genre, il touche la bonne partie, et là, il y en a un qui a envie d'avancer. Tu vois, tu sais que c'est débile, mais j'arrive pas à placer les bons mots pour l'expliquer. Mais c'est une sensation trop folle. Et du coup, moi-même, en suivant la structure de Valère là, avec ma VSL, en la re-regardant plus tard, j'ai eu un peu ça, mais même je l'ai montré à quelqu'un. Lui-même, il fait pas de vidéo. Lui-même, il s'en fout. Tu sais, c'est vraiment pas l'avatar. Et pourtant, il m'a dit, c'est trop bizarre là, j'ai envie d'acheter ton produit là. Alors que moi, je m'en fous des vidéos, machin. Mais j'ai envie d'aller, genre, de passer à travers l'écran et de prendre ton livre, ton produit et tout ça. C'est là que j'ai compris que j'ai réussi à produire cet effet. Et ce que je voulais dire quand je parlais de manipulation, c'est que tu arrives à créer cette sensation où rationnellement, on sait que c'est faux. Mais t'as tellement réussi à activer des leviers émotionnels que le mec, il a envie d'y aller, il a envie de le faire quand même. Et il sait que c'est pas une bonne... C'est trop bizarre. Mais du coup, justement, si tu arrives à mettre pas assez de proof et que ton mécanisme et tout, c'est vraiment crédible, et bah le mec, il aura pas cette partie rationnelle qui lui dit non, il faut pas. Genre, le rationnel plus l'émotionnel, ils voudront y aller, et après c'est bon, le mec, il signe, il achète ton truc, il balance la CB, et voilà. C'est trop bizarre cette sensation. Mais le fait de produire ma propre VSL et de la scripter, et de la tourner, et de la monter, et de la revoir plusieurs fois, j'ai vu ça en détail, et j'ai enfin compris en quoi ça consiste de faire une V. Je comprends pourquoi on appelle ça une vidéo textuelle hypnotique, VTH en français, vidéo textuelle hypnotique. Et bah je comprends c'est quoi le hypnotique, c'est une vraie hypnose. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est comme si le mec tu l'as hypnotisé et t'as altéré sa perception de la réalité pendant un instant et genre tellement il est dans le flow, là tout de suite il est prêt à payer. Et s'il faut plus tard, justement il en parlait Mathis Clouet. À un moment, il disait que il faut que ton mécanisme il soit assez crédible et il faut que tu aies de la preuve, tout ça, pour que les gens derrière ils demandent pas un remboursement. Parce que tu peux juste avec l'émotion les convaincre d'acheter, mais plus tard ils vont se rendre compte qu'en fait ils ont acheté de la merde, ils ont payé dans du vide, tu vois. C'est pour ça qu'il faut réussir à build assez de crédibilité. Et je comprends ce qu'il voulait dire en fait. C'est parce que si tu fais que la partie hypnotique et émotionnelle, tu peux faire acheter le mec. Mais si plus tard il se rend compte, ah mais en fait il m'avait juste manipulé de fou, il est trop fort. Après il va demander un remboursement. Tout ça pour dire que c'est bon, là j'ai changé de paradigme. Le fait de l'avoir vécu et de l'avoir expérimenté, si toi qui m'écoutes, là t'as pas encore fait de page de vente, t'as pas encore fait de VSL ou t'as jamais rien vendu, juste si tu passes par cette étape, c'est comme si t'avais jamais nagé de ta vie, tu t'imagines que tu vas couler, et là tu te rends compte, en fait tu flottes, tu coules pas. Tu te dis what? Genre, tu changes de paradigme. Et bah c'est exactement la même chose. Surtout en fait il y a un truc où faire ma première VSL ça m'a brisé les barrières et maintenant c'est bon, je sais exactement c'est quoi le process parce que tu sais quand t'as jamais fait quelque chose, les étapes devant elles sont invisibles. Genre c'est un peu comme un brouillard, tu dois traverser un brouillard. Une fois que tu l'as fait une fois, après c'est bon, tu sais à quoi ressemble le chemin et maintenant j'ai envie de le refaire. J'ai envie de tester d'autres big ideas, faire d'autres VSL, faire d'autres scripts, faire d'autres, tu vois, j'ai envie d'en faire plein maintenant. Et voilà, je trouve ça intéressant ce qui s'est passé dans mon cerveau. Je saurais même pas complètement l'expliquer, mais c'est incroyable. En fait, faut le vivre pour le comprendre. Bref, du coup, ce que je compte faire par rapport à cette VSL, j'ai veillé à ce que le lead... Attends, je vais faire un petit schéma, tiens. Parce que dans la VSL, t'as le lead, t'as le body, c'est la grosse partie, et t'as le close. Donc, L, B, C. Ok. Le but du lead, c'est d'envoyer les gens vers le body, et le but du body, c'est d'arriver à les convaincre et en gros, tu fais ton pitch de vente, quoi. Tu arrives à les faire passer de visiteurs à acheteurs, tout simplement, jusqu'à ce qu'ils arrivent au close. Et le but du close, c'est que le mec, il sorte la CB, et hop, après, c'est bon, il paye, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai appris que dans une VSL, le gros du travail à faire, il est exactement là, dans le lead. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la plupart des ventes que tu perds et des conversions, c'est pas parce que les gens ils sont restés jusqu'au bout et finalement ici ils ont douté, ils se sont dit ouais non finalement c'est pas une bonne idée machin. Non, c'est que les gens là ici ils sont tous partis, et du coup ici il te reste genre je sais pas 20% des gens et le peu de personnes qui sont restées jusqu'au close, eux ils vont acheter, ça c'est bon. Sauf qu'il y en a tellement peu, la plupart ils sont tellement partis ici que le gros du travail, carrément en plus Valère il a fait quelques lives où genre, tu sais, c'est FAQ. Tu peux poser des questions, il répond et tout. Du coup, moi, j'ai bien profité de ça pour poser les meilleures questions pertinentes par rapport à mon cas, tout ça. Et je lui ai demandé... C'est quoi les éléments qu'il faut le plus à test dans une VSL? La headline, le hook. Headline, parce que c'est vrai qu'il y a la... Hop, vas-y, attends, tu sais quoi? Je vais refaire un bloc ici, H.
Hop, la headline, c'est le texte qui est au-dessus de la VSL. Ça va convaincre les gens de rester pour voir le lead. En gros, toute cette partie, c'est pour maintenir l'attention et pour que le mec il parte pas. Donc il m'a dit, c'est headline et hook, ce qui correspond au lead du coup. Et c'est la partie qu'il faut le plus A/B tester. Et également, j'ai vu dans un cours de Tuganbara, pareil. Si on parle de tests plus sérieux, le vrai test, c'est le lead. Si ça marche pas, votre truc, décapitez le texte. Vous décapitez le texte, faites un nouveau lead. Et en général, le beat the control par décapitation apporte les meilleurs résultats. C'est que ce bloc-là, on le garde. Et le closing, on peut le garder sur nous. On décapite en haut. La décapitation, ça peut aussi impliquer de comprendre à qui on parle. Et juste ça, boum, ça débloque la campagne, c'est rentable. On décapite le texte. Mais le body et le close n'ont pas changé. Le prix n'a pas changé. Vous voyez la subtilité ou pas? Pas la subtilité. C'est assez basique. Le gros du travail et la plupart des ventes qu'on fait pas, c'est parce que les gens au lead, ils partent. Donc, par rapport à ça, il disait que ce qu'il faut, c'est faire du coup lead body close et après, quand tu refais des variantes, tu changes uniquement le lead. Sauf que moi, vu que c'est une VSL, je montre ma tête, il y a un éclairage bien particulier, il y a un angle de caméra bien particulier, j'ai une tenue bien particulière, j'ai une façon de parler, j'ai une coupe, j'ai tout, genre c'est un cadre bien précis. Si, ça je le rec le 12, je sais pas, le 12 janvier, et que après je fais une deuxième version le 3 février, 3-02, et bah du coup ici, le lead, quand après on passe au body, ça va être incohérent. Et en plus, le truc qui est intéressant avec le marketing, c'est que quand c'est incohérent, même si ça n'a rien à voir avec ta vente, ça éveille un peu les soupçons. Quand les gens ils voient qu'il y a un truc qui colle pas, ça correspond pas, tu vois, le mec il commence un peu à se mettre sur sa garde. Ça fait que, imagine, là je retourne ça. Peut-être que je serais pas au même endroit, j'aurais pas le même micro, j'aurais pas le même éclairage, j'aurais pas le même setup, j'aurais pas plein de choses. Ça se trouve, j'aurais, je sais pas, ici j'étais bien tranquille et là j'aurais un bouton. Alors imagine si j'ai un bouton sur le visage, les gens, je sais pas, un gros détail où les gens ils voient la différence. Ça fait que pour refaire le lead et refaire plein de versions du lead, c'est compliqué. Donc ce que j'ai pensé à faire, c'est le lead, il est faceless. Faceless, FL. Du coup, ça veut dire que j'ai juste à enregistrer l'audio et après c'est uniquement du montage avec des b-roll. Donc je peux en faire plein de leads en boucle. Et ça, en vrai, je suis content d'avoir pensé à ça dès le début de ma première VSL. Comme ça, au moins, je m'y prends de la bonne façon. Et ouais, en fait, je vais A/B tester la headline et le lead. Pour l'instant, du coup, j'ai fait qu'une version avec un lead. Je vais A/B tester la headline pour commencer, parce que c'est ce qui influence le plus les copies avec le lead. Puis après, je vais essayer un lead différent et puis on va A/B tester, quoi, tout simplement. Et je pourrais faire d'autres VSL pour voir les big ideas différentes aussi et comparer pas mal de choses. Et je compte aussi A/B tester le prix. Parce que si tu mets un prix différent, bah t'as un earning par clic. Du coup, avec le prix, tu vois l'earning par clic. C'est avec quel prix? Genre, imagine, tu fais x2 sur ton prix, mais tes clients, ils sont pas divisés par 2. Ils sont divisés par 1,5. Bah ça veut dire que ça vaut le coup. Du coup, tu fais plus d'argent par client. Donc, t'as plus de LTV et t'as plus d'earning par clic, EPC. Donc voilà. Mais en vrai, c'est pas exact. Parce que c'est aussi bien d'avoir plus de clients, comme ça t'as plus de leads. Si plus tard t'as des offres à promouvoir. Mais bon... Mais quand même, il faut maximiser l'earning par clic pour être rentable, genre day one. Et du coup, comme ça, tu as plus de LTV. Comme ça, du coup, tu peux te permettre d'avoir un CAC plus haut, le coût d'acquisition du client sur la pub. Genre, si tu es rentable direct day one, tu es plus rentable avec un prix qu'un autre, ben, il faut le privilégier. Comme ça, tu peux réinjecter l'ADS plus vite. Et du coup, par rapport à la VSL, je compte l'héberger sur un outil qui s'appelle Viterb. J'en avais parlé dans la première vidéo. Il en a parlé, Valère, il l'a présenté. Et je me suis rendu compte, mais il est ultra complet. Carrément, aussi, je vais te mettre mon lien en description, un lien affilié ou un code promo. Je verrai ce que je te mets. Mais pour le coup, c'est vraiment un bon outil. Regarde, attends, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que, en fait, je savais pas que c'était... Même si Valère, il en a fait une vidéo, je savais pas qu'il y avait autant de détails. Donc, ici, tu as le truc, activer le son. Genre, la vidéo, elle commence direct. Et le mec, il doit activer pour... Bon, ici, j'ai modifié moi-même parce que là-bas, c'est en brésilien. Et il doit cliquer pour activer le son et pour voir la vidéo. Mais en fait, s'il clique, il arrive au début. Donc ça va, il a rien raté. Ici, tu peux changer le style, Smart Progress. Donc ici, c'est la barre. Ici, tac, la barre qui progresse très vite au début. Je n'ai déjà parlé ça. Ça va très vite au début pour faire penser que la vidéo sera rapide. Puis après, ça ralentit. Comme ça, le mec, il se dit, bon, ça va, c'est pas trop long. Smart Autoplay, bah du coup, c'est ça, là. Où il y a la vidéo qui commence tout de suite. Et il y a ça. En plus, tu peux customiser. Puis, ah oui, tu peux changer la vitesse, c'est vrai. Du coup, la vitesse, tu peux mettre une vitesse plus élevée parce que si ta VSL est plus rapide, tu arrives à transmettre ton copy en moins de temps. Donc, les gens, ils ont moins d'opportunités pour partir. Et aussi, tu as plus de rétention. Enfin, d'une certaine façon, parce que les gens, ils ont plus de valeur par seconde et ils sont plus satisfaits, machin. Donc, il y a ça. Il y a la headline ici, tu peux intégrer une headline directement. Bon, moi, je préfère faire sur System.io directement. Traffic filter, je sais pas ce que c'est. Call to action. Ici, tu peux mettre le bouton. Tu peux mettre le bouton en dessous, l'intégrer avec ça. Continue watching. Le mec, si jamais il quitte la page, et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça, juste pour ce point, franchement, je regrette même pas d'avoir pris l'abonnement. En vrai, j'ai pris la petite offre là qui est pas chère.
c'est 30 € par mois, au moins c'est tranquille. Rien que pour ça, parce que le mec, s'il quitte la page, et genre par exemple, il a mis ce clic, et après il revient sur la page, et bah avec un lecteur classique, la vidéo recommence depuis le début. Sauf que là, ça va retenir où il en était, et il peut reprendre la lecture. Parce que imagine le mec qui quitte, puis il revient, il doit reprendre depuis le début. Et bah il va partir, il se dit, oh, flemme de recommencer. J'ai déjà vu 5 minutes, je vais pas me retaper 5 minutes et tout. Alors que là, hop, il peut reprendre là où il en était, à 5 minutes 01. Et du coup, ça fait que, bah justement, ils en parlent ici un peu, ça diminue la chance qu'ils abandonnent complètement ta VSL. Donc, il y a plus de conversion. Il y a quoi d'autre qu'on peut Thumb Sniper. Ça, en gros, tu vois les exit pop-up, quand les gens ils mettent leur curseur en haut comme ça, et après ça leur fait un pop-up offre, tu sais, genre, tu essaies de le convaincre de ne pas quitter. Et bah, ça c'est la même chose, mais avec une image, genre si le mec il fait pause, et bah il y a un truc qui s'affiche, parce que souvent s'il fait pause, c'est qu'il veut partir. Même en fonction du moment aussi, initial thumbnail, je sais pas. Genre en fonction de la période, tu peux choisir où est-ce que le truc s'affiche. En gros, c'est pour l'empêcher de s'échapper si jamais il fait pause. Pixel, sous-titres, bon bref, il y a pas mal d'outils sympas quoi. C'est pour ça que moi j'utilise cet outil. Aussi Analytics, tu peux voir la rétention. Bah ça évidemment que c'est important. Voir la rétention, voir la courbe, combien les gens restent et tout. Tu peux voir les devices, tu peux voir la data. Bref, il traque tout quoi. La source de trafic, le navigateur. Donc tu vois, il y a un tracking, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça se voit, c'est fait exprès pour la VSL en fait cet outil. Donc voilà pourquoi j'aime bien et je te le recommande. Franchement, c'est pas de la merde. Du coup, ouais, je te mettrai soit un lien affilié en dessous avec une promo où je verrai, ou alors un code promo. Je verrai comment je me débrouille. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, ça c'est un outil que j'utilise, donc ça coûte 30 € par mois. Et il y a aussi un autre outil maintenant que j'utilise, c'est RankerFox, parce que je ferai aussi du SEO pour amener du trafic vers mes offres. Pour mon site, même en général, en vrai, si tu veux que je compte faire de l'ADS avec le moteur de recherche et tout, c'est bien. Pour avoir SEMrush, il y a pas mal d'outils. Attends, bah, au cas où tu connais pas, je te montre directement. RankerFox, en gros, tu payes un abonnement. Ça aussi, je pourrais te mettre en dessous un lien affilié. Je vais faire plein d'affiliations. Comme ça, si toi, tu prends les outils, moi, j'ai de l'argent. Après, je fais de l'ADS. Et après, je te dis ce que j'ai appris grâce à l'ADS. Et c'est gagnant-gagnant. Ici, bref, c'est des outils Right Human. Je pense que c'est pour écrire des articles. Surtout pour les SEO, en fait. Artlist, ici, tu as des assets. Aussi, il y a SimilarWeb pour espionner ce que font les autres, en gros. Spyfoo. Affiliate marketing, machin, bon, il y a pas mal d'outils. Ça, c'est pour faire du scrapping, Hunter, ta Canva Premium, machin. Bon, voilà, du coup, je trouve que c'est sympa. Ça coûte 15 € par mois. J'ai également l'abonnement System.io qui coûte 97 € par mois pour avoir tout qui est libre. Donc, on peut dire 100 balles par mois. Attends, je vais calculer. Actuellement, je fais 0 de chiffre, hein. Donc, qu'on sache. Mais les abonnements, je les ai pris ce mois. Je les ai pas pris il y a 3 mois non plus. Parce que je sais que là, je vais commencer à lancer tout ça. Faut que je lance l'ADS. Parce que la VSL, elle est prête. La page de vente, elle est prête. Les produits sont prêts, le delivery c'est prêt. C'est pour ça que je disais que dans les prochaines vidéos, il commencerait à y avoir du résultat et ce sera plus régulier. Mais je vais le détailler après, ce point. Tu vas comprendre parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je précise. Donc, 97 € par mois de System.io, plus 30 € par mois de Viterb pour la VSL, plus 15 € par mois de RankerFox, plus ChatGPT Premium, parce que c'est mon assistant ChatGPT. Il m'aide pour tout, même je peux lui envoyer des images, machin. Il est vraiment utile. Donc, plus 23 € de ChatGPT Premium, je crois. Ouais, je pense que c'est tout en fait, hein, 165 €. Et ce qui est bien, c'est que c'est des coûts fixes. À part, vas-y, Viterb, ça monte. Plus t'as de gens qui regardent ta VSL, plus l'abonnement il monte, machin. Ok. Mais tout le reste, c'est des coûts fixes. Ça veut dire que là, juste en payant 165 € par mois, que je fasse 1000 € par mois ou que je fasse 60 000 € par mois, en théorie, en principe, c'est bon, c'est le même prix. Genre mes dépenses, c'est les mêmes. Bah après, il y a l'ADS derrière, forcément. Mais je parle des coûts fixes. Genre les coûts pour maintenir le système. J'ai 1500 € de côté à peu près. Ça, je l'ai pas dit depuis le début. Mais ouais, au moins histoire que ce soit un peu clair et qu'on puisse commencer à mesurer. Et au fil du temps, en vrai, j'hésite un peu. Parce que tu sais, sur ce contenu, j'ai envie d'être complètement transparent et de donner moi-même ce que j'aurais voulu voir chez les contenus des autres. Un mec qui build, il te montre tout. Il n'y a pas de gatekeeping. Genre, il te donne les chiffres. Parce que tu vois, les gens, quand ils parlent de business, c'est assez flou, c'est vague. C'est des concepts, c'est des tranches, c'est des échelles, machin. Il n'y a pas un mec qui te montre ses chiffres, il te montre ses dashboards, il te montre ses trucs. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire? Mais en même temps, je me dis, est-ce que ça pourrait pas me causer du tort d'une certaine façon? En tout cas, montrer le revenu, ça me dérangera pas. Jusqu'à ce qu'on atteigne 100 K par mois, parce qu'on a dit c'est l'objectif, ça, il n'y a pas de souci. Être transparent sur le revenu. Mais en fait, si je suis transparent sur le revenu, je suis transparent sur les chiffres aussi. Parce que je vais parler des dépenses aussi, donc... ouais, franchement, ça me dérange pas. En fait, je pense que j'ai plus à gagner grâce à la confiance que je développe avec tous ceux qui m'écoutent, dont toi. Genre, si je te dis exactement mes chiffres, comment je m'y prends, c'est quoi mes systèmes, machin, ça va build de la confiance. Et si toi, tu constates que, par exemple, j'ai une faille quelque part et tu me contactes en message, machin. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, mais je suis complètement ouvert à tous ceux qui veulent me contacter, me dire quelque chose et tout, même me donner des conseils. Il y a le serveur Discord en description. On discute. Des fois, quand il y a des ressources intéressantes, que ce soit sur le marketing, sur le copy ou quoi, on en parle, il n'y a pas de souci. Encore, là, on est
en janvier 2026. Vas-y, disons février 2026, quand la vidéo sortira. Si tu te dis que, moi, en quelque sorte, parce que je fais des vidéos, je suis inaccessible, c'est dur de me contacter, machin, c'est tout le contraire. Moi, quand il y a quelqu'un qui me contacte, ça me fait plaisir, je lui parle, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que, ça, c'est en février 2026. Attends, dans 2-3 ans, quand j'aurai commencé à bien gravir les échelons, je serai plus aussi disponible. Pas pour le plaisir d'être désiré ou d'être inaccessible, machin, mais c'est dans le sens où j'aurais commencé à construire plus de réseaux, je connaîtrais plus de monde, et du coup, aussi, la communauté, elle se sera agrandie, je pourrais concrètement pas répondre à tout le monde, ce sera pas possible, et même ce sera pas rentable, il y aurait pas de raison. Alors qu'actuellement, s'il y a un mec qui me contacte, il veut qu'on parle marketing, tout ça, mais en plus, il y a un gars qui a vu mes vidéos, justement, et il m'a contacté, et depuis, on se parle régulièrement, on s'entraide, on analyse des textes de vente ensemble, on s'aide dans le marketing, quoi. En plus, lui, il s'y connaît bien en ads, il pourra m'aider, tout ça. C'est pour ça que j'y trouve mon bénéfice, en fait, à faire ces vidéos, et en même temps, je me dis, en fait, ça fait vraiment cliché et bullshit. Le truc de esprit d'abondance, genre je donne beaucoup pour recevoir beaucoup et tout. Non, moi je donne beaucoup pour que beaucoup de gens me donnent des conseils et pour que je puisse avoir un bon réseau. Aussi pareil, imagine j'ai une commu, imagine j'ai un problème avec mon marketing, je sais pas, je dis, j'ai besoin d'un copywriter pour un projet, j'envoie un message à toute ma commu, il y a forcément un copywriter qui, genre, je trouve quelqu'un direct, tu vois. Imagine j'ai un problème avec un compte Meta Ads qui est bloqué et tout, j'envoie un message, est-ce qu'il y a un mec qui pourrait m'aider pour ça? Paf. Imagine mon processeur de paiement il est bloqué, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait? Paf. Tu vois, je connais plein de gens, ça veut dire, je commence à avoir le bras long, tout ça, c'est pas mal. Et moi c'est pour ça, et je vais pas faire semblant que je donne ça parce que c'est de la charité, j'ai envie de... Si, en vrai, une partie de moi, en même temps, j'ai envie de transmettre, aussi de montrer ce qui n'est actuellement pas présent sur YouTube dans le marketing en France. Il y a personne qui fait le contenu que je fais actuellement où il part de zéro, il arrive jusqu'à 100K par mois et il détaille tout. Et surtout, quand je serai à 100K par mois, je pourrais dire, j'ai tout détaillé, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appliqué, vas-y, et c'est tout, quoi. Donc, genre, il y a personne qui a fait ce format. Tu sais, il y en a, ils font un peu building public et tout, mais non. Moi, c'est pas du building public ce que je fais. C'est plus de la documentation, en quelque sorte. Mais et par rapport aussi à la raison pour laquelle je fais ces vidéos, je vais y revenir plus tard parce qu'il y a une raison beaucoup plus profonde. Et quand je dis profonde, c'est vraiment, vraiment deep, tu vas comprendre. En quelque sorte, je vais me livrer un peu personnellement. Mais ça me dérange pas parce que le but de ces vidéos, c'est pas que je devienne connu, mais c'est de maintenir ce petit cercle, mais qui est intense, tu vois, dans le sens où je filtre complètement. Ça veut dire si je pense d'une certaine façon, je le dis, et je vais pas essayer d'être lisse et d'être général pour plaire à tout le monde. Là, clairement, par exemple, je sais pas, s'il y en a qui pensent que il faut faire des études, il faut avoir un 9 to 5, il faut avoir un job, machin, c'est le plus sécuritaire et tout ça. Moi, je pense que quelqu'un qui pense comme ça, il dit de la merde. Et je le dis clairement, et j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi? Parce que je m'adresse à des gens qui le savent déjà, qui ont un business, qui font du marketing et tout. Est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait quitter son job? Non, pas forcément. Mais ce que ça veut dire, c'est que si tu mises uniquement sur ton job et que tu vois ça comme de la sécurité, tu te mets le doigt dans l'œil. Bref, ce que je veux dire, en tout cas, pour revenir à moi et par rapport à mon business, c'est que j'ai vu un post de Valère où il disait que... attends, je vais trouver ça. Il disait qu'il faut commencer par l'ADS, et genre c'est ce qui est beaucoup plus scalable. Si t'es bon en ADS, du jour au lendemain, tu fais 10K par mois, d'un coup. Si t'es bon, je précise, parce que c'est du skill. C'est pas... Quelqu'un avait demandé, vraie question, à partir de combien minimum vous conseillez de se lancer en ADS? Et Valère, il a répondu, j'ai commencé la ADS, je faisais 0 € par mois. La ADS, c'est le meilleur levier pour devenir riche qui a jamais existé. Tout vient de la pub. Autour de toi, quand tu consommes 99%, c'est parce que tu as vu une pub quelque part. Donc, continuez avec l'organique et battez-vous pour 1% restant en pensant que vous faites du business. En gros, c'est ironique, quoi. Si tu fais juste de l'organique et tu te bats pour la miette, alors qu'il y a une grande part du gâteau qui est libre, pas forcément libre, mais beaucoup plus... Il y a plus de levier, quoi. T'es pas dans la bonne direction. Et du coup, note, l'organique est une forme de pub, mais ultra sous-efficiente comparée à la pub. Comparé à de la pub, argent, ouais, du coup, ads où tu dépenses, quoi. Bref, surtout ce qu'il disait, c'est que, en fait, c'est le plus grand levier. Et tu peux le commencer à 0 € par mois, tu le commences direct, et c'est ce qui peut t'emmener à 10K par mois d'un coup. Lui-même, en fait, Valère, c'était son cas, il avait dit. Pendant 6 mois, il faisait 0, il essayait des funnels, il réessayait, il était pas rentable. Il a lancé un funnel rentable avec ROAS x3 ou x2,5. Genre, il mettait 100 balles de pub, il ressortait, vas-y, on va dire 275, et bah il a scale à 10K par mois d'un coup, tout de suite là. Ça vient de 6 mois de travail intensif, de hand copy, d'apprentissage, de lancer des funnels et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment, il avait le skill, il avait la bonne offre, et il a lancé, et après, ça arrivait tout de suite. Parce que c'est mathématique en fait. Si quand tu mets 100 €, t'en ressors 275, ça veut dire que t'as juste à mettre 10 fois plus, t'en ressors 10 fois plus, après ça diminue un peu, mais genre tu continues jusqu'à ce que t'arrives à ROAS 1, et après, c'est du cash qui rentre. Et je sais qu'il y a d'autres détails, le ad fatigue, machin. Commencez pas à forcer sur les détails. On fait simple. Mais par contre, par rapport à ce qu'il dit sur la pub, souvent les pubs qu'on voit qui nous poussent à prendre des décisions, c'est des pubs sur le branding, genre plus long terme et tout. Et par rapport à ça,
en lisant le livre Propaganda, dont je parlais avant, j'ai appris 2 leçons et je suis sûr que cette leçon tu la connaissais pas, ou alors peut-être un peu, mais pas à ce point. Je rappelle le contexte. Propaganda, c'est un livre qui décrit Edward Bernays, je crois que c'est lui-même qui l'a écrit justement, de Edward Bernays. Edward Bernays, c'est le mec qui est responsable de la démocratisation du féminisme, qui est responsable aussi de la démocratisation des véhicules, genre le fait qu'il n'y ait pas de transport et tout aux USA. Transport dans le sens transport en commun, machin, genre tout le monde a sa voiture, les gens ils payent l'essence, du coup ça finance l'industrie du pétrole, et c'est lui qui travaille dans leur intérêt depuis ce moment. Et bon, il y a Rockefeller, tout ça, mais ça c'est autre chose, c'est pas sur ça que je veux venir. Ce sur quoi je veux venir, c'est le fait que il a toujours été bon pour faire de la propagande grâce à justement son oncle Freud, qui était psychanalyste, et il a pu apprendre comme ça la psychologie et il a exploité cette même psychologie pour pousser les gens à adopter des comportements et à complètement changer leur perception du monde. Et quand il pense en plus, il suffit de voir... Attends, il en parlait Tugan Barra dans son livre, si tu l'as pas lu, la Bible du marketing underground, je te mets aussi la ressource en dessous si tu veux. Il disait que les gens, ils ont croyance, tac, et cette croyance, elle les pousse vers un véhicule. Par exemple, une des croyances, ça pourrait être les légumes sont bons pour la santé. Donc, lui, il veut être en bonne santé. Et cette croyance, elle le pousse à aller vers le véhicule, à acheter des légumes, parce que les légumes sont bons pour la santé. Si il a plutôt une croyance, genre le régime carnivore est bon pour la santé, et bah lui, sa croyance, elle va le pousser à aller vers le véhicule de acheter de la viande, tu vois. Donc, ils ont une croyance différente, ils achètent des produits différents. Et ce qu'il disait, c'est que si le mec qui pense que les légumes sont bons pour la santé, on va prendre le vegan et le carnivore, pour faire vraiment les deux opposés. Le vegan, lui, il va acheter des légumes, il va acheter du tofu, il va acheter du soja, il va acheter des œstrogènes, il va acheter des légumes, des fruits, des machins. Ok, c'est son véhicule qui correspond à sa croyance. Le mec carnivore, il va acheter quoi? Il va acheter des œufs, il va acheter du lait, il va acheter du fromage, il va acheter de la viande. Tu vois, ça correspond. Ça veut dire que toi, admettons que toi, t'es une multinationale dans une grande industrie, et tu possèdes beaucoup de marques dans ce qui concerne la viande. Et bah, qu'est-ce qui t'intéresse? T'as envie de pousser les gens à adopter cette croyance, pas celle-là. Ou alors, admettons l'inverse, parce que c'est plutôt l'inverse en réalité. Hein. Les grandes entreprises, elles sont plutôt de ce côté-là et c'est ça qu'elles valorisent. Admettons, toi, tu vends les laits végétaux, les jus, je sais pas quoi là, tu vends ça. Admettons, tu vends du tofu, tu vends de la viande artificielle, tu sais, des trucs un peu bizarres qui sont faits en laboratoire. Tu vends tous les produits véganes, tout simplement. Et bah toi, ce qui t'arrange, c'est plutôt que les gens ils pensent comme ça. C'est plutôt ça que tu veux favoriser comme croyance. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises, elles ont forcément un intérêt à veiller à ce que les gens adoptent une croyance en particulier pour aller vers le véhicule qui les favorise eux. Et du coup, toi-même, dans ton marketing et dans ce que tu vends, si tu veux que les gens achètent ton produit, commence par changer leurs croyances et ensuite, tu pourras présenter ton véhicule comme la solution. En fait, c'est tout le but d'une VSL en réalité. Hein. Le mec, tu lui retournes le cerveau et tout pour bien lui faire comprendre que si tu veux réussir, tu es obligé de passer par ceci. La flèche, c'est le mécanisme. Et donc, le véhicule, c'est ton produit. Et tu lui dis, bah maintenant achète mon produit, quoi, tout simplement. Donc, évidemment, si tu veux que les gens achètent ton produit, il faut commencer par travailler sur leurs croyances. Et si tu veux travailler sur leurs croyances, tu peux pas dire, genre, admettons, tu vends, ça c'est une brique de lait, du lait végétal. Genre un truc bien chimique, bien nul, oat milk. Tac. Je sais pas si c'est ça, mais voilà. Et bah, admettons, toi tu vends ça, tu peux pas dire juste, ça c'est bien. Tac, ça c'est bien, plus, génial, le produit il est bien. Genre tu dis, regardez, le produit il est bien. Non, ça marche pas. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est plutôt que tu build la croyance. Donc on va dire c'est le véganisme, que le mec il soit vegan, ok? La croyance qui va pousser les gens vers ce produit. Donc ça on vient de le dire. Et pour créer cette croyance, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer sur l'association. Ça veut dire que tu vas faire en sorte que, par exemple, admettons tu veux promouvoir le véganisme, le mot en particulier, parce que tout ce qui est sémantique et les simples mots, ils ont beaucoup de pouvoir. Et en réalité, les gens, en quelque sorte, et moi-même compris, quand je dis les gens, je parle des humains, tu me comprends bien, la société, machin, ils ont tendance à donner du sens aux mots, non pas par leur définition, mais parce qu'ils leur est associé, et le poids qu'ils ont dû à leur histoire. Et je m'explique. On va prendre par exemple le mot, pour rester dans le thème, le mot progressiste. Progressiste, c'est quoi? En réalité, si tu prends purement le mot de façon sémantique et dans la définition, on va voir la définition, hop, sur Google, progressiste, définition, qui est partisan du progrès politique, social, économique. En soi, ça, être partisan du progrès, ça n'a pas vraiment de sens en soi-même. Tu vois, le mot, le progrès, déjà, il faut que tu saches dans quelle direction tu vas. Il faut une boussole. Bah ouais, tout simplement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est idéal, qu'est-ce qui est dystopique. Mais du coup, en soi, les mots, ils n'ont pas de sens. Mais c'est plutôt tout ce qui leur est associé. Maintenant, si on pense à progressiste,
En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que le mot en lui-même progressiste, il a été affiché, il y a eu également affiché des gens qui ont des cheveux multicouleurs. Par exemple, des femmes qui ne sont pas féminines et des hommes qui ne sont pas masculins. Pour rester vraiment... pour pas creuser dans le sujet. Parce que j'ai pas envie qu'on... En vrai, je m'en fous un peu de tous ces sujets. Ce que je veux, c'est juste expliquer mon point. Parce que là, on parle des croyances à grande échelle. Donc forcément, je prends la politique parce que c'est le classique. Mais en vrai, je m'en fous de tout ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que il y a quoi d'autre qu'on voit qui est affiché. Il y a progrès. Le féminisme, évidemment, c'est lié au progrès. Tu vois, tu penses féminisme. Pourquoi? Parce que quand on dit progressiste, on met féministe dedans. Tu vois, il y a quoi d'autre? Féminisme, d'ailleurs, on sait de qui il vient, Edouard Bernays. Attends, tu sais ce que je vais faire tout simplement? Je vais mettre, hop, voilà, tu vois, typiquement ça, progressiste, nucléaire, machin et tout. En fait, ce que je veux dire surtout par rapport à ça, c'est que le fait d'associer un mot et de le présenter toujours avec ce qui y correspond, et ce qui se passe en fait, c'est que les gens, ils vont lier les deux inconsciemment. Je vais te donner encore une fois un mécanisme bien clair pour que tu comprennes. Pour prendre l'exemple, tout simplement, on va revenir sur ça, là, avec les laits végétaux et tout. Admettons du coup que tu veux vendre ça. On a dit, il faut pas directement dire le produit, il est bien. Ce que tu fais, c'est que le produit, tu l'associes avec une croyance. Et maintenant, pour pousser le véganisme, ce que tu fais, c'est que tu l'associes avec ce que les gens aiment directement. Encore une fois, tu peux pas faire la même chose. Ça marche pas de tricher en disant le véganisme, c'est bien, great. Tu vois, tac. Tu peux pas dire c'est bien, c'est génial et tout. Ce que tu fais, c'est que, par exemple, tu publies énormément d'articles où le véganisme, il est lié à la santé. Tac. Tu fais un branding avec des couleurs vertes. Hop, attends, on va prendre ça. Vert. Parce que le vert, c'est la couleur de la santé. Tu lis le véganisme avec l'écologie. Voilà, par exemple, progressisme, ça revient à écologie en quelque sorte, parce que c'est plein de mots qui sont mis dedans. Donc, tu prends aussi écologie. Et les gens aiment l'écologie, en principe. Les gens, si c'est de façon binaire, est-ce que tu veux que la Terre, elle soit mieux ou pire? Les gens, ils vont dire mieux, forcément. Dans ce que tu consommes, est-ce que la couleur verte, elle te rassure? Oui. Est-ce que tu aimes la santé? Oui. Et ben on dit, manger vegan, c'est la santé, c'est l'écologie, le bien-être animal. Ça, c'est un argument... Bon, encore une fois, il y a beaucoup de... Est-ce que je rentre dans ce sujet ou pas? Pourquoi pas un jour? Parce que ça, c'est beaucoup plus profond. Mais si tu te contentes de la surface, genre les études scientifiques qui disent ceci, machin, et que tu vas pas creuser derrière pour savoir qu'est-ce qu'il y a, parce que si tu vas pas down the rabbit hole, comme on dit, tu vas te contenter d'illusions en quelque sorte. Mais bref, pourquoi pas y revenir plus tard quand je ferai du contenu un peu plus personnel, machin. Mais sache que tout ce que je te dis là, c'est pour ton marketing. Hein. Tu vas comprendre là où je vais en venir. Mais du coup, on avait dit quoi? Bien-être, tac, bien-être animal, tu vois. Ce qu'on a fait en réalité, du coup, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont associé un terme, quelque chose, à des choses que les gens aiment déjà. Les gens aiment déjà la santé. Donc, en fait, t'es pas flag. Les gens aiment déjà... bon, ça, on va dire, ils sont déjà rassurés par la couleur verte. Les gens aiment déjà l'écologie. Les gens aiment déjà le bien-être animal. Personne va te dire, je veux que les animaux souffrent. Tu vois, personne pense comme ça. Tout le monde veut le bien-être animal. Les gens pensent déjà, de façon, depuis qu'ils sont petits, que légumes égale bon pour la santé. Genre végétaux. Donc, tu lis ça aux légumes. Tac. Légumes. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives à créer tout ça, et à créer toutes ces associations, même si de façon rationnelle, un régime vegan, c'est moins bon pour la santé qu'un régime omnivore classique, et bah quand même, toutes ces choses-là, elles vont travailler. Parce que le mec, ce qui l'intéresse, c'est pas vegan, c'est bien-être animal, écologie, la couleur verte, la santé, légumes, qui étaient déjà associés par le passé à la santé, justement. Parce que depuis qu'il est tout petit, on lui disait manger 5 fruits et légumes par jour, il faut manger des légumes, machin. Donc, en réalité, grâce à ça, tu as réussi à promouvoir ça. Puis cette croyance, elle va pousser ce produit. Et je vais te donner un exemple typique que Edouard Bernays avait mentionné dans son livre. On va demander à ChatGPT, tiens, raconte-moi comment Bernays a utilisé l'association. On va dire le principe de l'association, pour qu'ils comprennent bien que c'est sur ça que je vais insister, pour pousser les Américains à consommer les shows de ballet russe. Parce que c'est l'exemple qu'il donne. Il a vendu du statut. C'est ça que je dis. Tu vois, il n'a pas vendu du ballet. C'est exactement ce que je te disais là. Ici, on ne vend pas le produit. On vend la croyance. Ou alors lui, en l'occurrence, c'est le statut. Mais ça correspond dans le sens où tu vends ce qui pourrait pousser les gens à acheter. Donc, début du XXe siècle, les ballets russes débarquent aux États-Unis. Problème brutal, le ballet c'est vu comme élitiste, européen, inutile pour l'américain moyen, aucun désir spontané, aucun besoin. Donc, publicité classique, morte avant de naître. Le principe clé, l'association. Ce dont je te parle. Bernays applique un principe fondamental de psychologie. Les gens ne désirent pas les choses,
ils désirent ce que les choses représentent. Encore une fois, les gens, ils désirent pas le véganisme, ils désirent le bien-être animal, l'écologie, la santé, les légumes, la couleur verte. C'est ça qu'ils veulent les gens. C'est pas le véganisme en lui-même. Donc, il ne cherche pas à convaincre rationnellement, il associe les balais russes à des symboles déjà désirés. Exactement ce que je t'expliquais. Ce qu'il a fait concrètement, il a relié les balais russes à trois leviers de désir existants. Association au prestige social, les gens, ils aiment ce qui est prestigieux, donc il fait en sorte que l'élite new-yorkaise en parle, les mondains, artistes, riches, industriels soient vus au spectacle. Message implicite, les gens importants vont au ballet. Ça, encore une fois, c'est le deuxième mécanisme, je vais y revenir juste après. Résultat, si tu veux être quelqu'un, t'y vas aussi. Le ballet russe était essentiel, exotique, visuellement choquant pour l'époque. Bernays pousse cette image, c'est nouveau, c'est audacieux, c'est moderne. Traduction psychologique, aimer le ballet égale être en avance sur son temps. Tu vois, il a associé le ballet avec l'idée de révolution en quelque sorte, quoi. Et de modernité aussi. Les gens aiment la modernité. Les gens aiment être en avance sur les autres, tu vois. Donc, à la fin, le ballet en lui-même, c'était plus ça que les gens veulent. C'était les trois éléments, c'était le statut, l'identité et le fait d'appartenir au bon groupe. Et quand tu y penses, en fait, tout le branding, c'est ça. Je vais te donner un exemple que j'ai constaté. Tu vois la pub Charal? Attends, je vais te montrer. Juste regarde le branding. Ici, tu vois un gros taureau noir et rouge. Tu vois la viande, elle est bien féminine, elle est bien virile. Non, elle est bien masculine, je veux dire. Elle est bien masculine, elle est bien virile et tout. Tu vois, c'est même le packaging, tu vois, il est pas là pour blaguer. Les flammes. Bref, ça fait bonhomme, quoi. Et même en plus, si tu regardes la pub, à la fin, il dit quoi? Il dit Charal, tu vois? Charal. Donc, l'idée, c'est de mettre une voix de bonhomme qui est virile et pour associer cette viande à la virilité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tac, on prend la marque Charal. Association virilité, tout simplement. Et donc, ce qui se passe ici concrètement, c'est que les gens, ils achètent pas Charal. Les gens, ils veulent pas Charal, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est la virilité. Ce qui veut dire que le mec, quand il est dans un magasin, il a tellement vu Charal qui correspond à la virilité que lui, il se dit, je veux quelque chose, je veux une viande de bonhomme, je veux un truc viril. Donc, pour ça, il passe par Charal. Tu comprends? C'est-à-dire que il s'en fout de Charal. Lui, ce qu'il veut, c'est la virilité. Mais eux, ils ont réussi à s'associer avec ce que les gens aiment déjà. Les gens n'aiment pas spécialement Charal, les gens aiment la virilité. Donc, si on fait en sorte que Charal égale virilité, hop, attends, tac, on fait une flèche comme ça. Si on fait en sorte que Charal égale virilité, les gens achètent Charal. T'as capté? Un autre truc. Par exemple, tu prends Monsieur Propre. Tu vois? Attends, on va aller voir. Monsieur Propre. Tu vois ce truc-là? Le petit cling, ça là? Et bah, c'est exactement la clé de leur branding. Parce que moi, j'ai repensé à ça. Tu sais, je repensais à des marques quand j'ai appris ce principe et je me suis dit, à quoi est-ce qu'ils s'associent? Genre, quand je pense à cette marque, je pense à quoi? Parce que ce à quoi tu penses, c'est ce à quoi ils sont associés. Encore une fois, tu comprends maintenant pourquoi on a expliqué le truc de progressiste machin là, quand on disait que les mots en eux-mêmes, ils n'ont pas spécialement de sens, mais c'est plutôt ce à quoi on les associe, ce qu'on retient. Genre, nous, on perçoit ce qui a été associé, on ne perçoit pas ce qu'il est réellement. Admettons quelqu'un, il est ultra généreux, toujours il fait beaucoup d'offrandes, il donne, il nourrit les gens et tout. C'est quelqu'un qui est de bon cœur. Mais à chaque fois, tu le vois, quand on parle de braquage, on parle de vol, on parle de trucs comme ça, il apparaît, genre il est associé à l'histoire. Par exemple, ça peut être un témoin, ça peut être quelque chose, tu vois, toujours, il est associé à ça, ou alors on le voit apparaître, et bah dans le subconscient, les gens ils vont associer vol avec cet homme. Pourtant, lui, rationnellement, il fait des choses bien, hein, c'est quelqu'un généreux, c'est le contraire d'un voleur. Lui, il donne aux gens. Mais parce qu'il a été associé, les gens ils ont retenu cette association plus que le principe lui-même. Et c'est pour ça que... comment c'est trop passionnant la psychologie. Et moi, je suis tombé amoureux de la psychologie, c'est trop intéressant. Genre, quand tu comprends les mécanismes, tu rentres dans la métacognition, la méta-awareness. Genre, vraiment, quand tu rentres dans le niveau méta, où tu penses sur ta pensée, ah, c'est incroyable. Même des fois, j'arrive à avoir des conversations où je suis méta. Et après, bon, si tu rentres dans genre métacognition, je décrivais ma perception des biais et ce que je pensais qu'il aurait comme impact, alors que non. Par exemple, au début, quand j'ai commencé à étudier la psychologie, je me suis dit, si tu connais ce biais cognitif, eh ben c'est bon, t'en es plus victime parce que c'est bon, tu es sur tes gardes. Sauf que je me suis rendu compte après que j'ai beau connaître le biais, j'en suis toujours victime. C'est une sensation bizarre. Je vais donner un exemple de ce qui m'est déjà arrivé, tu vas tout de suite comprendre. La première fois que j'ai essayé un casque de réalité virtuelle, c'était dans une simulation où il y avait un dinosaure devant moi. C'était un espèce de diplodocus et tout. Je sais que je quitte un peu le cadre, mais je m'en fous, je fais ça pour me faire kiffer et je dis ce que j'ai envie de dire, c'est tout. Et de toute façon, il y a de la valeur, donc dans tous les cas, c'est rentable pour toi que tu m'écoutes. Genre, ce que t'entends là, tu l'entends nulle part ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est que
le fait de, quand je parle de métacognition, genre réfléchir sur la façon de réfléchir sur ses pensées, ce que je voulais dire, c'est que ça m'est déjà arrivé la première fois que j'ai essayé un casque de réalité virtuelle. C'était une simulation avec un dinosaure. T'arrives, t'es dans un milieu naturel et tu vois un dinosaure devant toi qui est endormi. Puis le dinosaure, il commence à se réveiller, il se lève, c'est un long diplodocus avec un grand cou et tout. Et après, il commence à se rapprocher de toi. Et moi, je savais que c'est du VR. Tu sais, j'étais pas petit, genre je devais avoir, je sais pas, 10, 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Tu sais, t'es pas bête, tu comprends les choses. Du coup, je savais que c'est de la réalité virtuelle. J'avais mis le casque. Je voyais même sur l'écran, c'était pas ultra réaliste. Tu sentais que c'était pixelisé, c'est un écran, machin et tout. Et pourtant, quand le dinosaure il se rapprochait de moi, j'avais beau savoir rationnellement qu'il y a rien à craindre, il y a pas à avoir peur, je commençais à reculer. J'étais terrifié par le... Pas dans le sens où j'étais paniqué, mais je reculais. Et je savais en plus derrière moi qu'il y avait une table. Il y avait une table basse et un canapé. Ça veut dire que j'allais me les prendre si je pouvais pas reculer à l'infini. Et pourtant, j'ai reculé un petit peu. Et j'arrivais pas à m'en empêcher. Je savais que c'était faux. Et pourtant, mon corps, il a reculé tout seul. Non, c'est pas que je contrôlais pas. Mais c'est que moi, j'ai pris la décision de reculer. Alors que moi, je savais que c'était pas réel. Et il y avait pas de raison. Genre, même si le dinosaure il se rapproche de moi dans la simulation, c'est de la VR, tu vois. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai été troublé. Je me suis dit, attends. Ça veut dire que tu peux savoir rationnellement que quelque chose est inoffensif et pourtant, tu vas quand même... Genre, la peur, elle va être plus forte que toi. C'est comme si la partie reptilienne de ton cerveau, elle te dépasse. Certains diront que ça pose certaines questions sur le libre arbitre. Moi, je suis pas vraiment d'accord parce que c'est moi qui ai décidé de reculer. En vrai, ici, si j'avais été courageux, je serais resté. Et le courage, en réalité, c'est de faire face à ta peur, c'est d'affronter ses peurs. Parce que si t'as pas peur et que tu le fais quand même, t'es pas courageux. Le courage, c'est d'affronter ses peurs et de leur faire face. Si j'avais été courageux, je serais resté. Mais j'ai pas été courageux à ce moment-là. J'avais le libre arbitre et pourtant j'ai reculé. C'est ça tout le point qui est intéressant. Et du coup, par rapport à ça, il y a des fois, t'as beau connaître tes biais, tu sais c'est quoi tes faiblesses, tu sais comment ton cerveau fonctionne, et pourtant, tu vas quand même subir les failles. Genre, on prend typiquement le biais qui s'appelle le biais des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que le meilleur exemple, c'est un cas où, admettons, toi, tu finances une campagne pour construire des jets. Tu finances une campagne pour construire des jets, et tu sais, genre avec des ingénieurs qui mettent en place des projets scientifiques et tout, des avions de chasse. Pourquoi j'ai dit jets? Bref, des avions de chasse, tu vois. Donc, il y a une campagne qui a coûté, admettons, elle coûte 100 millions au total, tu vois, 100 M. Ici, t'es arrivé à 90 millions. Donc, il en reste ici plus que 10. Attends, tac, ça c'est 10, tu vois. Ici, il reste plus que 10 millions. Et imagine, donc, il y a eu 90 millions qui ont été investis pour la recherche, pour le développement et machin, d'un modèle bien spécifique. Et là, d'un coup, il y a une autre entreprise qui arrive, ou d'autres chercheurs et tout. Et eux, ils arrivent en disant, en fait, nous, notre projet, il est complètement terminé. Voici le prototype de l'avion de chasse. Voici comment il fonctionne. Il est objectivement plus performant que celui-là. Donc, en fait, lui, il va servir à rien parce que celui-là, il est forcément meilleur. Et genre, rationnellement, lui, il a pas de défaut comparé à celui-là. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu as dépensé 90%, tu as dépensé 90 millions pour financer le développement de ce prototype. Donc, en fait, si lui, il est meilleur et que tu peux l'avoir tout de suite sans payer parce que les paiements, ils ont déjà été faits avant et c'est un autre projet. Rationnellement, ce que tu devrais faire, c'est que tu choisis celui-là. Tu dis, bah c'est bon, ce projet, on l'abandonne. Et puis, les 90 millions, ils sont partis dans le vent, mais c'est pas grave. Sauf que non, parce que tu as déjà payé 90%, tu as déjà payé 90 millions, tu les as mis, tu considérerais que si tu abandonnes ce projet maintenant, tu as perdu 90 millions. Mais si tu y penses en réalité, en terminant ce projet, tu vas dépenser 10 millions pour avoir un résultat qui est moins bien que ce que tu as déjà ici. Donc en fait, objectivement, c'est irrationnel de choisir ça quand tu y penses. Et pourtant, le problème c'est quoi? C'est que moi-même, quand je vois cette situation, je me dis, là, je suis dans cette situation, je sais que c'est irrationnel, j'ai quand même envie de finir le projet, d'arriver à 100 millions. Genre, je paye les 10 millions supplémentaires, même si je sais que l'avion de chasse final, ce prototype, il sera moins bon que celui-là, et pour celui-là, on n'a pas besoin de payer, je termine quand même ça. Et peut-être que toi-même, tu penses de la même façon. Et c'est bizarre, parce que tu sais que c'est irrationnel, mais c'est une partie de ton cerveau qui te dit, genre, je sais pas, c'est un biais cognitif, il est plus fort que toi, c'est trop bizarre, tu vois? Et du coup, c'est pour ça que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la métacognition. Parce que, à la base, le niveau 0, c'est juste cognition. Tac, tu penses, ok? Le niveau 2, c'est métacognition. Donc, tu penses sur ta pensée. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on fait de la métacognition. Donc, on pense sur notre... Parce que, là, regarde, la cognition, c'est il faut choisir plus 10 millions. Ok? La métacognition, c'est de se dire... Penser comme ça est irrationnel. Tac. Irrationnel, voilà. Et la métacognition, c'est de se dire, même si c'est irrationnel, mais volonté. Tu vois, mais on veut quand même le faire.
Donc je trouve ça vraiment intéressant d'escalader. Et actuellement, ce que je suis en train de faire là, ce que je te fais, c'est de la métacognition. Ce que je dis, genre moi, voilà. Ce que moi je suis en train de faire là, c'est de la méta. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que une fois que tu as passé ici une échelle, enfin, une fois que t'es à la limite, t'es arrivé à là, puis là, après c'est bon, tu peux le faire à l'infini. Après, même je pourrais dire que le fait que je dis que c'est de la métacognition, c'est que je suis là. Mais non, en vrai, ça devient tiré par les cheveux. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment ultra intéressant d'être dans un triple niveau méta. Et en fait, tes pensées, tu les vois en profondeur. Parce que en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le mec qui est uniquement ici, il se dit c'est irrationnel, donc le jour où ça va m'arriver, je sais que je vais pas terminer le projet et je vais pas payer les 10 millions. Sauf que le mec qui est au-dessus, lui, il sait que t'as beau connaître tes biais, t'es quand même soumis à tes biais. Donc lui, il est dans le niveau métacognition. C'est incroyable. Et du coup, je trouve que c'est fascinant tout ça. Mais franchement, si tu veux comprendre le marketing, en vrai, comprends la psychologie. Parce que quand tu comprends les humains, en fait, apprendre la psychologie, c'est tellement utile et c'est tellement un unfair advantage. Genre, quand t'as ça, t'as tellement un edge sur toute l'humanité parce que c'est à la fois utile pour toi-même, du coup tu connais tes biais, tu comprends tes biais. Genre il y a des biais concrètement, le biais de disponibilité, c'est que plus t'es exposé à quelque chose et plus dans ta tête t'as de cas que tu peux évoquer et d'exemples que tu peux citer, plus tu penses que c'est fréquent. On prend un exemple simple, à mettre accident d'avion. Les accidents d'avion, quand il y en a un qui arrive, il est ultra médiatisé, il y a tout le monde qui en parle et tout. Donc ça fait que chez les gens, tac, tout ça c'est les gens, ils ont tous cet exemple dans leur tête. Mais le problème, c'est qu'à force qu'il y ait tout le temps des accidents d'avion qui soient ultra médiatisés, et bah t'as beaucoup d'exemples à citer. Genre, par exemple, si on te dit pourquoi est-ce que t'as peur de l'avion, tu peux dire bah parce qu'il y a tellement d'accidents d'avion qui sont arrivés, il y a ce jour, il y a ce cas, il y a ce cas, il y a ce vol, il y a ce cas, il y a ce cas, il y a ce cas. C'est le mec, il a plein d'exemples. Donc il pense que c'est ultra fréquent, alors que tu prends les accidents de voiture, toujours AV. Mais voilà, les accidents de voiture, en vrai, quand il y en a qui sont documentés, c'est pas des trucs de fou, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas que c'est pas des trucs de fou, mais il y en a tellement peu qui sont documentés, tu vois. On va parler vite fait, quelques jours, après c'est tout. Alors qu'accident d'avion, on en parle pendant des mois, pendant même des décennies pour le 11 septembre, même si c'était pas un accident. Et ne m'emmenez pas sur ce terrain. Ça aussi, on va pas en parler parce que j'ai pas envie de me faire ban. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que quand tu comprends le biais de disponibilité et que tu comprends que plus on a d'exemples qu'on peut citer, admettons, tu connais 3 accidents de voiture qui sont documentés. Tu connais 10 accidents d'avion qui sont documentés. Qu'est-ce que tu te dis? Les accidents d'avion sont plus fréquents. Pourquoi? Parce que dans ta tête, c'est plus disponible justement. Le biais de disponibilité. Il y a plus d'accidents d'avion qui sont disponibles pour servir d'exemple. C'est contraire aux statistiques. Mais pourtant, ce qui est dangereux, c'est que plus quelque chose est fréquent, plus il est disponible en principe. Sauf qu'aujourd'hui, on peut tellement orienter pour beaucoup plus montrer d'exemples et favoriser cette disponibilité, par exemple en médiatisant quelque chose pour rajouter, hop, c'est disponible. Imagine, hop, on va reprendre, maintenant, c'est bon, on va plus parler que marketing. La vérité, je vais parler de ce que je veux parler sur cette chaîne, on va parler de propagande et de croyances. C'est ça qu'il faut, on va parler de psychologie bien deep. Ce que je veux dire, c'est que, on va prendre un exemple qui va choquer personne et qui va déranger personne. Vélo plus trottinette électrique, voilà. Vélo et trottinette électrique, TE. Admettons, il y a une entreprise qui vend des vélos. Une entreprise qui vend des trottinettes électriques, ok? Et ben pour revenir à la croyance, si les gens achètent un vélo, c'est aussi dû à leur croyance. Donc il y a plusieurs croyances différentes, mais si c'est aussi une trottinette électrique, c'est pareil, dû à leur croyance. Et du coup, comment est-ce que tu peux jouer sur la croyance pour favoriser ton véhicule plutôt que celui de l'autre? Et ben admettons, tu vends des vélos et tu veux pas que les gens achètent des trottinettes électriques, qu'est-ce que tu peux faire? Tu essayes de beaucoup médiatiser les accidents en trottinette électrique ou alors les drames ou quand il se passe quelque chose de grave ou alors, je sais pas, les lois qui passent contre les trottinettes électriques pour montrer que les gens n'aiment pas ça, donc tu fais de la social proof. Mais ce qui veut dire que, je sais pas, le jour où il y a un mec en trottinette électrique, il est sur la route, il est à 50 parce que son truc il est débridé et il fait un accident avec des voitures alors qu'il avait rien à faire sur l'autoroute, et ben la société qui vend des vélos, eux ils vont bien le documenter. Ils vont faire ils vont le citer au maximum. Pourquoi? Pour que les gens ils soient très familiers avec ça, ils le sachent beaucoup et du coup ça devienne disponible. Et si les gens si eux par exemple ils font ça avec 10 cas différents et qu'un client il connaît 10 exemples de situations où c'est arrivé qu'il y ait eu un accident à cause des trottinettes électriques, et ben qu'est-ce qui se passe? Il va se dire que c'est très fréquent. Donc il va se dire trottinette électrique égale dangereux parce que accident très fréquent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va se dire bah dans ce cas je n'achète pas de trottinette électrique. Et pourquoi pas m'acheter un vélo dans ce cas? S'il joue aussi sur la croyance en disant il associe le vélo avec l'écologie, avec le sport, avec les bons leviers, machin. Bon après c'est des angles marketing, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que certains groupes qui peuvent être opposés ont tout intérêt à beaucoup médiatiser une situation particulière
pour renforcer le biais de disponibilité et pousser les gens à adopter une certaine croyance qui va défavoriser l'opposant et eux les favoriser. Maintenant, imagine dans le monde entier, avec toute la propagande et toutes les news et toutes les infos et tout ce que tu vois partout, imagine le nombre de choses qu'on te met en tête et le nombre de cas qu'on te montre et qu'on te présente pour renforcer ce biais de disponibilité et pour altérer ta perception du monde, alors qu'en réalité, si tu vois les statistiques prouvent le contraire. Mais quand je dis ça, je pense pas à quelque chose en particulier, hein. J'ai vraiment ça en général. Mais quand tu y penses, tu as forcément un exemple en tête où on a volontairement et artificiellement gonflé l'exposition par rapport à un domaine particulier, où on a associé cette chose avec ce qui est négatif. Les gens, à la fois, ils font l'association négative déjà, parce qu'on a vu le principe d'association avant, genre, tu sais, charal, virilité, machin, et bah tu peux faire la même chose avec tu prends une idéologie, après tu mets danger, tu mets débilité, tu mets tout ce qui est négatif, n'importe quoi. Tu peux pas dire telle idéologie est mauvaise, mais tu peux dire telle idéologie est débile, telle idéologie cause plus de crimes, telle idéologie augmente la pauvreté, telle idéologie, tu vois, tu prends toujours, parce que les gens, ils n'aiment pas la pauvreté, les gens, ils veulent la richesse, donc en fait, t'associes cet élément avec quelque chose que les gens n'aiment pas, et paf, t'as réussi. Je suis en train de donner un cours de propagande, là, je sais pas si je devrais faire ça en vrai. Après, les gens, ils vont l'utiliser dans le marketing, c'est pas pour les politiques et tout ce que je fais, mais imagine ce qu'ils savent aussi les politiques avec... Ouais, bref, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu comprends tout ça, tu prends beaucoup de recul sur les informations que tu vois, et tu deviens vraiment, quand même souvent, assez sceptique. C'est pas au point d'être toujours sur ses gardes et de vouloir tout survérifier, exagérer, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as conscience de ces mécanismes déjà, tu es un peu plus aware et tu te fais moins douiller par les trucs les plus débiles, quoi. Donc voilà pourquoi je disais, comprendre la psychologie, c'est bien à la fois pour attaquer et pour se défendre. Quand je dis attaquer, c'est changer la croyance des clients et les manipuler, parce que c'est purement de la manipulation ce que je suis en train de montrer là. Et pourtant, c'est pas du mensonge. On n'est pas rentré dans le mensonge. Juste, tu mets en avant les cas qui favorisent ce que toi tu veux promouvoir, qui favorise les croyances qui t'arrangent toi. Donc en soi, il n'y a même pas besoin de mentir pour faire ça, hein. Il suffit juste qu'un mot, ah je sais, un exemple qui pourrait être pertinent, c'est les grèves. Moi encore une fois, les grèves, je m'en fous, je suis pas travailleur, je vais avoir mon propre business, et s'il faut je travaille tous les jours, et j'aurai mes propres vacances, et je m'en fous du monde du travail. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux citer les grèves en présentant ce qu'il y a de positif. Genre, tu peux associer le mot grève avec grâce à cette grève, il y a eu telle révolution, il y a eu telle chose qui a changé, il y a eu tel progrès, telle amélioration, la situation s'est améliorée, machin. Ou alors, tu peux présenter le mot grève et tu montres les conséquences négatives, genre la route a été bloquée, l'économie a chuté, les relations avec les employeurs ou je sais pas quoi, ou les syndicats, machin, se sont détériorées. Tu vois, une même chose et t'es pas en train de mentir. Mais ce que je veux dire, c'est que tu veux pas seulement le dire, tu montres concrètement. Tu rends disponible, tu montres des exemples concrets pour que les gens ils construisent leur confiance et ils se disent... En fait, le truc c'est que tout le monde pense que sa pensée elle est basée sur la réalité, mais c'est seulement basé sur notre perception, parce qu'on n'a pas accès à la réalité. Les gens, en plus il le disait, tu gagnes bara. Les gens pensent qu'ils ne croient ce qu'ils voient, mais ils ne voient que ce qu'ils croient. C'est-à-dire que c'est toujours ta perception, c'est un filtre qui va altérer comment tu vois la réalité. Ah, bref, vas-y, je suis en train d'aller trop en profondeur. Si tu veux que j'approfondisse vraiment beaucoup ce point plus tard, dis-le-moi en commentaire, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, histoire d'aller un peu plus loin que des propos assez simplistes, ou genre purement les 5 niveaux de awareness et tout. Je pense qu'on a passé ce stade maintenant. C'est quoi le niveau 0 en vrai? Genre, c'est voilà, l'ancrage. Le truc de dire, ton produit il vaut 1000 €, alors dis qu'il vaut 10 000 €, puis après il dit non, en fait c'est pas 10 000, c'est 1000 €. Il va paraître faible. Oui, bah ça tout le monde le connaît, merci. Mais maintenant, il faut aller chercher des trucs un peu plus profonds. Bref, qu'est-ce que j'ai à mentionner maintenant? Ah oui, du coup, bon, on va faire vite. La deuxième chose que j'ai appris grâce au livre Propaganda de Edward Bernays, justement, on en a parlé juste avant, la social proof par le groupe de référence, effectivement. Regarde, les gens importants vont au ballet. Ça, c'est le message implicite, ok? Et du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu peux faire de la social proof en disant, les gens font ça. Genre... je sais pas, tac, 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 tac. Tout le monde. Tac, tac, tac. Hop, on fait les flèches. Tac, ça c'est les gens, ça c'est les gens. Tout le monde fait ceci. Et bah toi, imagine, t'es sur le côté. Et bah logiquement, tu vas te dire, ah bah tiens, moi aussi je vais aller là, hop, je vais faire ceci aussi. Parce que les autres le font. Sauf que c'est encore plus puissant si ces gens qui font ceci, genre, on va faire des gens plus gros. Tac, 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 tac. Hop, et ça c'est la chose. Et eux, ils le font tous. Mais c'est des gens que toi, t'admires, parce qu'en sociologie, ceci que j'ai appris grâce à Tugan Bara, il y a le groupe d'appartenance et le groupe de référence. Le groupe d'appartenance, c'est qui tu es concrètement, à quel groupe tu appartiens, qui tu es, c'est quoi ta profession, qui tu fréquentes, où, quand, enfin, la réalité qu'on peut constater. Et le groupe de référence, c'est le groupe auquel tu voudrais correspondre. Tu corresponds à quel groupe de personnes? Par exemple, actuellement, peut-être que tu es étudiant et tu voudrais être entrepreneur, tu vois. Donc ton groupe d'appartenance, c'est les étudiants. Ton groupe de référence, c'est les entrepreneurs. Et maintenant, si je te dis que les entrepreneurs
font tous ceci. Et bah toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah tu vas le faire ça. Tu vas aller faire cette chose. Sauf que si je te dis tout le monde fait ceci, ok, peut-être que tu voudrais le faire, mais ça a moins de puissance que si je te dis les entrepreneurs font ceci. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs, justement ici, tu vois, eux, ils ont beaucoup de valeur selon toi. Ce qui fait que le fait qu'ils fassent partie du groupe de référence, ça les place au-dessus dans ton estime. T'as capté? Et du coup, t'as beaucoup plus tendance à les suivre. Et ça, pour le coup, ça paraît un peu technique, un peu, mais quand tu y réfléchis, c'est parfaitement logique. Pour le coup, je vois même pas que c'est un biais cognitif. Parce que regarde, admettons, toi, tu veux devenir milliardaire. Actuellement, tu es millionnaire, tu veux devenir milliardaire. Si on te dit, tous les milliardaires font ça, et bah c'est logique que tu vas le faire. Parce que, rationnellement, non, il y a une faille un peu. Parce que, est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est en faisant ça qu'ils sont devenus milliardaires? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont milliardaires qu'ils ont commencé à faire ça? Bon, juste si tu surveilles cette faille, en tout cas, c'est parfaitement rationnel que tu te dises, bah si ils font tous ça, moi aussi je vais faire ça, parce que je veux leur ressembler. Et en leur ressemblant, je vais commencer à leur appartenir. Tu vois, c'est parfaitement logique. C'est pas une faille. De façon structurelle, bah, tu peux tout simplement réussir à influencer les gens vers ce que tu veux. Mais c'est pour ça que je disais, tu vois, avec la VSL, c'est une illusion. Le mec, c'est comme si tu arrives à l'hypnotiser pour lui faire croire que il y avait une arme qui est pointée sur lui. Tu vois, comme ça, le mec, il commence à être terrifié, il t'obéit, il fait ce que tu lui dis. Tu vois, tu lui fais croire qu'il y a une arme qui est pointée sur lui. Sauf que ça, les trucs comme ça qui sont structurels et rationnels, et bah c'est pas comme si tu faisais une illusion, c'est comme si tu pointais une vraie arme sur lui. Donc le mec, il va faire ce que tu lui dis. En fait, il va pas se réveiller 5 minutes plus tard, ou 10 minutes, je sais pas, genre dans 3 jours, il va pas se dire « Ah merde, mais en fait, c'est pas une vraie arme, je me suis fait hypnotiser. » Il va s'en rappeler, il va se dire « Ah oui, il y avait vraiment une arme, tu vois. » Donc à la fois, pour ça, plus tard, il va pas culpabiliser, il va pas regretter, il va se dire qu'il a pris la bonne décision. Et en plus, structurellement, ça fonctionne mieux, quoi. Parce que c'est la réalité. La réalité fonctionne mieux que les illusions. Tu veux faire croire à quelqu'un qu'il est en danger. Et bah, c'est quoi le mieux? Lui faire croire qu'il y a une arme qui est pointée sur lui ou pointer une arme sur lui? Bah voilà, t'as la réponse. Du coup, c'est pour ça que la social proof par le groupe de référence, la preuve sociale par le groupe de référence, c'est beaucoup plus puissant que la preuve. Beaucoup plus, je sais pas. Est-ce que c'est beaucoup plus puissant? Je sais pas, mais en tout cas, c'est meilleur. Objectivement, ça, c'est meilleur. Voilà, les deux choses que j'ai appris. Et en plus, dis-toi ça, je l'ai appris au début du livre. À part ça, je crois que j'ai rien appris de ce livre. Surtout après, il parle de comment la propagande fonctionne dans les entreprises, dans la science, dans l'art, dans la société, dans la politique, machin. En gros, concrètement, il te dit que la propagande, c'est pas si mauvais. La démocratie n'existe pas vraiment parce qu'on peut influencer les pensées des gens. Et les gens pensent avoir le pouvoir et être libres. Mais en réalité, c'est ceux qui contrôlent les esprits et qui ont la main mise sur la façon de penser des gens qui ont le vrai pouvoir. Tu sais, genre, c'est comme si dans un village, toi, t'es pas le chef, mais le chef, il t'obéit. Et bah, tout le monde obéit au chef. Donc, par les déclinaisons, les gens t'obéissent à toi. Parce que tu passes par le... Bah, c'est la même chose, tu vois. Lui, il contrôle pas les gens directement, mais il contrôle comment ils pensent. Et vu que les décisions, c'est une conséquence de leurs pensées, et ben en contrôlant leurs pensées, il contrôle les décisions. Ce livre, il m'a appris beaucoup de choses. Propaganda. Franchement, étudier les plus grands, c'est pas mal du tout. Hein. Mais là, depuis tout à l'heure, on est dans du technique, du bien psychologique, du scientifique, du sociétal, de l'idéologique, machin. On va se détendre un peu. Il faut que je te parle d'un truc. La vérité, je suis tombé sur des vidéos de gens qui font du cheval dans la nature. Je vais te montrer un peu. J'ai vu ça, je me mordais les doigts parce que je me disais, j'ai trop envie de devenir riche vite pour profiter de ça vite. Genre, attends, je vais te montrer les vidéos en question. Tu vois, c'est ce genre de vidéos. Au Kyrgyzstan, ils font du... Est-ce que t'as pas envie de... C'est incroyable. Ils font du cheval dans des prairies, par groupe et tout, en plein air, l'air pur, en pleine nature et tout. Franchement, ça fait rêver. Regarde avec les petits chiens avec eux là. C'est pas incroyable? Mais dis-toi, des vidéos comme ça, genre pendant toute une soirée, j'ai fait une session, j'ai dû en voir pendant 1h30. Et tu sais, c'est pas du doom scrolling où tu regrettes, tu te dis, ouais, j'ai perdu mon temps, j'ai scrollé et tout. J'ai vu ça, mais je me sentais tellement bien. Et certes, il faut pas se concentrer uniquement sur les émotions, machin et tout. Je suis pas bête. Il faut être rationnel, faut pas être émotionnel. Mais, rationnellement, je regrette pas. Genre, attends, je te montre. Get la vidéo de fou. Le mec, il fait du cheval, il a croisé un ours. C'est pas le kiff, ça? Tu fais du cheval. Tu fais du cheval. J'ai trop... Et le problème, c'est que tout ça, ça nécessite... Là, ça fait rêver. La vérité, c'est incroyable. Là, j'ai trop envie d'être là. Tu vois, c'est incroyable. Et du coup, tu sais que ça m'a fait une sensation où j'avais à la fois l'envie d'y aller, mais je souffrais plus du fait que j'y suis pas. Genre moi, le problème, c'est quoi? C'est qu'actuellement, je suis dans une ville, un milieu urbain. Je suis sur un bureau en train de travailler devant des écrans, de l'éclairage et tout. Encore ça, forcément, c'est nécessaire. Mais le paradoxe que je trouve intéressant, c'est que pour accéder à cette belle nature, tout ça, il faut l'indépendance financière. Genre, si tu veux vraiment en profiter, tranquille. C'est pas avoir 2 semaines de vacances dans l'année. En plus, tu peux pas dépenser comme tu veux et tout. Genre, imagine, tu veux faire ça. Par exemple, moi-même, si j'ai envie de m'acheter un cheval, et après, je vais où je veux avec.
Et bah t'inquiète pas que ça coûte de l'argent ça. Et l'argent, ce qui est paradoxal, c'est qu'il est nécessaire pour faire toutes ces choses naturelles avec zéro cortisol associé à notre nature en tant qu'humain. Mais pour y accéder, il faut être sur un écran devant des lumières artificielles et être sur un logiciel, des trucs techniques, t'interagis avec une souris, avec un clavier. Tu vois ça que je trouve paradoxal. Il faut lock-in dans une pièce, faut pas sortir dehors justement. Enfin, pas à ce moment-là, mais dans le sens, genre pour accéder à ça, il faut faire l'opposé de ça. C'est ça que je trouve paradoxal. Tu vois, imagine missing this because you wanted to stay inside and watch TV. Et bah la vérité, j'avais trop le seum. J'ai lu ça, j'avais trop le seum. C'est exactement ce que je décris. T'es là, t'es dans une ville, devant des trucs un peu artificiels. En vrai, ça dérange pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ça fait longtemps que t'as pas vu la nature, moi, j'ai jamais goûté à ça. Faire du cheval comme ça et tout. Tu sens un peu que il y a un petit truc dépressif. Pas dépressif dans le sens je vais me suicider, mais dans le sens où tu sens que t'es pas aligné, c'est bizarre. T'es dans un bad mood un peu quoi. Ça fait kiffer, tu vois ça. J'ai trop envie de faire ça. Bref, la vérité, j'ai pas envie de faire de promesses ou de dire que je le ferai et tout, mais en tout cas, si je peux plus tard reprendre cet extrait et faire des vidéos où je fais du cheval en pleine nature et tout et montrer un peu mon avancée, genre t'imagines, je montre que après avoir eu mon indépendance financière, être devenu riche, je peux profiter de la vie en pleine nature avec mon cheval, tranquille. Oh, c'est incroyable. Ce serait tellement beau et ce serait tellement aussi motivant pour toi qui m'écoutes et pour tous ceux qui m'écouteraient et qui sont au début de leur aventure. Parce que moi, en vrai, je suis au début de mon aventure dans le business. Donc, ceux qui sont où je suis actuellement, quand ils verront là où j'en suis arrivé et tout le process et tout, ce sera tellement utile pour les autres aussi. Là, c'est incroyable. J'ai trop envie de faire ça. En pleine plage. Get. Mais franchement, tout ça, quand j'y repense, c'est abordable, c'est pas si lointain. Parce que quand tu penses dans le marketing, il suffit uniquement, genre, on va prendre un truc simple, où t'es tranquille, un truc tout rond, 3000 € par mois. 3000 € par mois, c'est quoi? Dans le marketing, c'est 100 € de spend par jour, d'ad spend par jour, avec ROAS x2. Genre, tu fais 2 sur ton retour sur ta pub. Tu mets 100 €, tu ressors 200 €, tu fais ça tous les jours, pendant un mois, et tu te retrouves à avoir dépensé 3000, tu as récupéré 6000, et tu as 3000 dans la poche, et maintenant profite bien. Voilà, amuse-toi. Ah oui, c'est même pas ça, parce que tu as 6000 dans la poche. Tu as 3000 que tu vas réinjecter, et tu as 3000 maintenant, vas-y, profites-en. Ouais, c'est ça que je disais. Bref, c'est ultra abordable en fait, c'est pas du tout lointain. Tu vois, faire ROAS 2 en marketing. En plus, pour un mec comme moi qui est déter, qui veut apprendre, qui cherche, genre qui s'éduque auprès des meilleurs, mec, aussi, apprendre auprès des meilleurs, c'est le truc le plus sous-estimé. Quand tu vas apprendre quelque chose, faut vraiment aller chercher les meilleurs. Moi, faut pas que tu me vois comme une source d'apprentissage. Faut que tu vois un peu ça comme un truc alternatif pour t'ouvrir des portes et t'ouvrir des pistes que tu dois explorer. Par exemple, quand je t'ai parlé de la métacognition, machin, apprendre la psychologie, les livres que je lis, les sources, machin. En quelque sorte, moi, je t'ouvre des pistes. Et en quelque sorte, c'est un peu aussi un divertissement parce que j'espère qu'on s'ennuie pas en regardant mes vidéos. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu vas prendre le technique, le pur marketing, les trucs vraiment, genre tu vas gérer ton compte Google Ads Manager, il faut aller chercher des experts, il faut aller chercher des gens qui sont vraiment très très bons dedans, parce qu'ils vont te donner les meilleurs conseils. Et dans plein de domaines, je me rends compte que suivre les conseils de gens qui sont genre juste normaux, si tu te contentes de ça, peut-être que tu pourras avancer. Mais si tu suis les conseils d'un expert, ta courbe de progression elle va aller tellement loin. Parce qu'en fait, lui, il va pouvoir avoir plus de levier. C'est comme si, vu qu'il est plus loin, comment dire, ouais, c'est ça le concept de leverage. Attends, regarde. Leverage visual. Tac. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, plus t'es loin, plus t'as de leverage, plus il a de leverage sur toi. Ça veut dire, si le mec, il sait beaucoup de choses, et du coup, lui, il est tout ici, pendant que moi, je suis là, et bah ok, chez moi certes tu vas prendre des choses machin, mais avec lui tu vas apprendre ici beaucoup plus. Et du coup voilà, par rapport à ça, juste pour revenir à ce que je disais, 3000 € par mois, parce que tu fais ROAS x2 en ads, franchement c'est pas du tout, ça a rien de fou quoi. Oh, je suis tellement pressé ça. On a commencé ça quand? Septembre, octobre, on est en février disons. C'est quand le jour où vraiment je pourrais montrer le dashboard, je pourrais dire c'est bon, j'arrive à en vivre. Ah, ce sera incroyable. Et en plus aussi, la raison pour laquelle c'est abordable, c'est que actuellement moi je vis en France. Et la vie en France, bon elle a son coût et tout, normal. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé la vie, si tu regardes, non pas à Dubaï, hop, on va mettre Dubaï Maps pour que tu vois, mais juste à côté à Sharjah. Tu vois, c'est collé, hein. Et pourtant là-bas à Sharjah, déjà à la fois, c'est beaucoup plus traditionnel, ils sont beaucoup plus modestes, beaucoup plus religieux aussi, parce que moi en tant que musulman, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans un milieu qui me pousse à aller de l'avant et qui me tire vers le haut dans ma religion, donc avoir un environnement qui correspond à ça. Et aussi le coût de la vie,
il est moins cher qu'en France. C'est ça qui est incroyable. J'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Attends, je vais retrouver la conversation avec ChatGPT. Il m'a dit ça, j'avais du mal à le croire. Il avait dit, en gros, si t'as 4 000, 6 000 dirhams par mois, dirhams émiratis par mois, t'es confortable. Sachant que, en gros, un dirham, c'est 25 centimes à peu près. Donc tu divises par 4 et t'arrives à l'euro. Donc, environ 1000, 2000 euros, tu peux en vivre tranquille. Et surtout, en fait, il a précisé, voilà, c'est ici, les vrais frais pour s'installer. Donc moi, du coup, ce que j'avais dit, c'est qu'avec uniquement 2000 euros net de profit par mois, tu peux en vivre. Du coup, tu as 8000 dirhams. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le loyer, il coûte, vas-y, 2-3 000. Charge plus nourriture, ça coûte, disons, ok, ça, disons 2500. Ici, 1750, admettons. Ici, 750 pour les dépenses perso. Tu arrives à 4000, 6000. Donc, il te reste carrément de la marge, parce que tu avais 8000 à la base. Donc, il te reste de la marge de 2000 à 4000 pour le reste du mois. Et en plus, l'alcool là-bas, c'est interdit, tu vois. Il n'y a pas trop de nightlife, de fêtes, même il n'y en a juste pas, je crois. Pas du tout. Tu es large. Bien vu, je sais que je suis large. En plus, ça qui est bien avec moi, vu que je compte vivre avec un mode de vie vraiment modeste, et en plus, je suis pas du tout dépensier, genre, à part quand c'est dans le business et que j'y vois un intérêt plus tard qui est plus grand, et je sais que ça me sera rentable, genre les dépenses émotionnelles, non, moi, je souffre plus de perdre de l'argent que de bénéficier tout de suite. Et si je sais que l'argent, ça peut être un véhicule pour bénéficier plus tard et que je regretterai pas ce que j'ai acheté, et bah dans ce cas, je le fais. Mais je suis pas un mec dépensier en vrai. Moi, tout ce que je veux, c'est acheter un cheval, aller dans la nature, aller dans les montagnes, lui acheter son foin pour qu'il puisse manger, et manger du fromage de chèvre, et puis voilà quoi. Combien d'argent d'avoir de côté? Donc, admettons, vas-y, on va prendre 10K, on prend la fourchette haute. Aucun stress, à 10K par mois. Enfin, à 10K de côté. Donc, admettons, j'ai 10K de côté, je fais 2K par mois. C'est bon, je peux partir à charge à l'aise, tu vois. On avait dit quoi? 3000 euros par mois, c'est ROAS 2. Avec 100 euros d'ad spend, admettons, je spend, je sais pas, 75 euros. T'enlèves un peu, tac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tellement abordable, c'est beaucoup plus proche que ce que j'imaginais en fait. T'as pas besoin d'avoir 10, 20, 30K par mois pour bouger. Moi, je me vois quitter la France quand même assez vite, hein, parce que ça correspond pas au mode de vie qu'il me faut. Mais bon, le truc, c'est que pour accéder à tout ça, malheureusement, comme j'ai dit, il faut se mesurer aux techniques. Et genre, il faut être devant un ordinateur, il faut voir des chiffres, il faut voir de la data, c'est pas des blagues, quoi. Ce que je veux dire. Pour avoir le droit au con. En fait, quand tu y penses, c'est logique. Si tu veux une vie paisible, il faut souffrir et faire les efforts pour. Et si tu veux pas souffrir et faire les efforts, tu n'auras pas de vie paisible. Genre, si tu veux. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas forcément souffrir d'une façon ou d'une autre. Soit tu souffres de la conséquence de ton manque d'efforts, qui à la base était douloureux. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la fin, t'as pas ce que tu voulais parce que t'as pas travaillé. Donc ici, tu as bien profité pendant que tu te reposais, mais à la fin, tu n'as pas ce que tu voulais, donc tu souffres parce que tu regrettes. Ou alors, tu fais les efforts qui sont difficiles, tu souffres pendant que tu les fais, mais à la fin, tu profites du... En plus, quand tu y penses, c'est tellement un no-brainer de choisir le choix des efforts, parce que à la fois, ça se cumule. Genre, au bout d'un moment, quand tu deviens assez bon et assez skillé, ça demande tellement peu d'efforts pour avoir des résultats qui sont agréables, que si tu continues de mettre des efforts, après tu montes les échelons et tu deviens ultra à l'aise, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, à un moment, tu peux atteindre un stade où tu fais effort normal, genre pas trop abusé, pour bons résultats. Mais pour arriver là, il faut faire gros efforts, sacrifices, etc. pour peu de résultats. Mais après, ça continue. Et bah, tu sais, c'est la fameuse courbe là. Attends, tac. Et c'est cette courbe, tac, hop, voilà. Et du coup, le gros des gens, ils arrêtent là. Non, même pas, ils arrêtent là, le gros des gens. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que il faut se mesurer aux techniques pour en arriver là. Un truc que j'ai constaté aussi dans le marketing, c'est que, il y a un moment, Tugan Barra, il disait « La spécificité crée la crédibilité ». Et cette phrase, mais qu'est-ce qu'elle est puissante, qu'est-ce que c'est vrai. En fait, dans tout, plus c'est spécifique, plus c'est crédible. Regarde, on prend n'importe quoi. Genre, tu dis à quelqu'un « Je vais t'apprendre à gagner de l'argent sur Internet ». Il te croit pas. À la fois parce que les gens, ils sont le marché il est ultra sophistiqué, ils ont déjà entendu ça des milliers de fois, mais surtout, de l'argent sur Internet, le mec, il pense que t'es en train de te foutre de lui, t'as pas de truc en tête et tout, genre t'es pas crédible, tout simplement, parce que t'es pas spécifique. De l'argent sur Internet, c'est vague. Alors que si tu lui dis, je vais t'apprendre à gagner 473 euros par mois, ou alors 528 euros par mois, ou alors 698 euros par mois, en publiant des articles pour des entreprises dans le monde de l'automobile. Et bah là, c'est tellement spécifique, tu lui dis combien, tu lui dis quoi, tu lui dis où, dans quel domaine, tu lui dis... Bref, tu sais, c'est tellement des trucs précis que tout d'un coup, c'est lequel qui fait confiance. Tu vas apprendre à gagner de l'argent sur Internet, ou tu vas apprendre telle somme en faisant ceci pour tel domaine. Ah oui, en écrivant 5 articles par jour
pour 5 entreprises dans l'automobile. Tu vois, plus t'es spécifique, plus t'es convaincant. Et je me suis rendu compte, dans tout, il faut être spécifique. Tu donnes des noms, tu donnes des dates, tu donnes des chiffres, tu fais en sorte... Si tu veux être crédible, il faut être spécifique. C'est tout. Mais en fait, depuis que j'ai vu ça, je me suis rendu compte que je le vois partout. Et genre, partout dans le marketing, je me dis, ça c'est crédible parce que c'est spécifique. Par exemple, rien que le fait de donner une preuve. Si quelqu'un ne te croit pas, tu dis, c'est scientifiquement prouvé que les cellules se divisent plus vite si tu manges tel aliment que celui-ci. Et du coup, là, tu cites l'aliment en question. Et bah, le mec, il dit, ouais, scientifiquement prouvé, bon, je sais pas. Alors que si tu dis, en 2013, l'université de Washington a fait une étude et le chercheur John Smoot a découvert que manger tel aliment plutôt que celui-ci fait que les cellules se divisent plus vite. Ou tu sais, tu dis ton message, quoi. Mais c'est lequel qui est le plus convaincant? Scientifiquement prouvé ou telle université, telle date, tel chercheur, en fait, c'est ultra spécifique. C'est pour ça. Il y a aussi une phrase que j'entends beaucoup et je me rends compte qu'en fait, faut l'appliquer dans tous les domaines. Vraiment, dans tout. Bah, pas forcément tout, mais be more specific. Be more specific. Dans tous les... On a forcément déjà entendu cette phrase. Sois plus spécifique. Be more specific. Dans tellement de choses, c'est utile. Pourquoi? Parce que quand tu es spécifique, la spécificité, quand tu parles d'un truc bien particulier, à la fois tu es plus crédible et les gens, en fait, dans leur tête, ils visualisent quelque chose de clair. Alors que si tu es vague, les gens, ils visualisent pas. Donc, ton propos, il résonne pas. C'est comme si tu parlais à un mur. Ton propos, il n'arrive pas à à traverser leur front pour rentrer dans leur cerveau. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'imaginent rien. Tu dis une étude scientifique, wow, ok. Alors que tu dis Université d'Oxford, John Smoot en 2013, avec tel outil, avec tel... Tu vois, le mec, il visualise le truc. Donc, c'est beaucoup plus convaincant, tout simplement. Be more spécifique dans tout, en vrai, c'est utile. Attends, carrément, on va demander à ChatGPT vite fait. Tellement vrai, be more spécifique, c'est presque une clé universelle. Être spécifique égale moins de malentendus, plus d'efficacité, plus d'impact. Communication quotidienne, on se voit bientôt. On se voit jeudi, 18h, machin. Moins de flou, moins de frustration. Bon, après lui, ça c'est général, mais tu dis ça va pas. Je suis stressé parce que j'ai trop de travail cette semaine. Les autres peuvent vraiment aider. C'est vrai, tu veux que les gens t'aident? Bah sois spécifique. Travail management, améliore ce document. Il sait pas quoi. Tu veux qu'il améliore le document? Dis-lui, clarifie l'introduction et raccourcis la conclusion. Tu vois, t'es spécifique, il sait quoi faire. En fait, de l'autre côté, à la fois si tu veux demander quelque chose aux gens, c'est plus clair. On a un problème de performance. Ouais, en fait, ça rend les choses claires, quoi. Objectif et productivité. Je veux être en meilleure forme, je veux courir 3 fois par semaine pendant 30 minutes. Pareil, pour ton propre développement personnel ou ce que tu veux, si t'es spécifique, ton propre cerveau, c'est meilleur, quoi. Je veux réussir. Réussir, c'est quoi? Moi, réussir, c'est 100K par mois et avoir mon cheval et aller dans la nature. Voilà, moi, c'est ultra spécifique, c'est bon. C'est un chiffre, c'est bien clair avec le marketing. Et je dis réussir uniquement dans le business, évidemment. Dans la vie, c'est beaucoup plus profond que ça. Tu n'es pas à l'écoute. Quand je parle, tu regardes ton téléphone et tu m'interromps. Tac, t'es spécifique. Donc, le mec, il sait ce qu'il doit régler. Moins d'attaques, plus de résolution. J'ai besoin de machin apprentissage, je ne comprends rien. Je bloque sur l'étape 3, surtout la formule. Tac. Business marketing. Voilà, notre produit est innovant. Il permet de gagner 2 heures par semaine en automatisant X, tu vois. Cible tout le monde. Freelance de 25 ans, machin. Bref, avec une cible bien particulière, quoi. Plus t'es vague, plus tu laisses les autres deviner. Plus t'es spécifique, plus t'augmentes tes chances d'obtenir exactement ce que tu veux. Tu vois, encore, il a même pas cité l'exemple que j'ai cité sur la crédibilité. Genre... l'étude scientifique, machin et tout. Mais tu vois, vraiment, be more specific. Si tu peux retenir une chose de cette vidéo, au-delà de la psychologie, de ce qu'on a abordé tout à l'heure, c'est be more specific. Aussi d'ailleurs, ChatGPT, je m'en sers beaucoup pour apprendre pas mal de choses. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que j'aime bien un peu creuser dans les sujets, aller chercher deep. Surtout quand on parlait par exemple genre, de ce qui peut altérer ta façon de penser pour des objectifs différents des tiens, machin et tout. Et en parlant, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un niveau au-dessus de l'entrepreneuriat et le business. Il y a certes le business, mais il y a aussi le concept de création de valeur, de captation de valeur et tout. Genre quand tu vois les choses de façon plus large, un peu plus macro, surtout parce qu'il y a une phrase qui dit « Si le dur labeur menait à la richesse, l'âne posséderait la ferme. » Sauf que l'âne, il travaille dur et c'est le propriétaire qui prend tout l'argent. Pourquoi ? Parce que lui, il crée la valeur, mais il capte pas la valeur. L'autre, il a réussi à capter la valeur. Et quand tu comprends ces concepts de valeur économique, capter de la valeur, créer de la valeur, voir aussi les tendances vers quoi ça se dirige, notamment ce dont il parle, Tugan Barra, tu vois, relation, extrême technologie, et tu vois que c'est surtout ici que ça se passe. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que étudier un peu l'économie et surtout comment fonctionne le monde, et ben c'est utile pour toi-même que tu puisses monter. Comme ça, tu vois à quoi ressemble la vie, quoi, tout simplement. Même l'investissement, par exemple. Imagine, tu as niveau 0, tu connais rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas investir dans un PEA,
dans des trucs de genre assurance vie, livret A, PEL, c'est des trucs classiques qui font les normies. Encore une fois, il n'y a rien de négatif dans ce que je dis, il n'y a rien de comment on dit? Bref, tu m'as compris, je suis pas méchant avec qui que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment tu veux t'élever et aller plus loin, et bah tu auras plutôt cette perception de vouloir chercher où est la valeur économique, où se crée la valeur économique pour se placer. Typiquement, aujourd'hui, un cas où c'est utile, aujourd'hui la valeur économique, elle est dans l'attention et la distribution. Tu vois, ceux qui font le plus d'argent, tu vois clairement Amazon, parce que ceux qui distribuent le plus de produits, c'est le plus grand shop du monde. Netflix, ceux qui distribuent le plus de séries, de films, machin, et ils ont l'attention des gens. Apple, pareil. Parce que tout le monde est sur iOS. Tu prends par exemple Google, eux, c'est ceux qui servent de pont. En fait, tu vois le canal de Suez, où tous ceux qui veulent passer par là pour faire leur commerce, il faut qu'ils payent une taxe, ou tous les trucs comme ça, genre, tu veux passer par là, tu payes une taxe ou le péage ou ce que tu veux. Et bah eux, ils ont réussi à faire ça, mais sur toute la création de valeur et la captation de valeur de notre 21e siècle. Enfin, du moins de 2026, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui savait, notamment quand on parle de distribution et d'attention, aussi aujourd'hui, les réseaux sociaux, le personal branding, tu vois, autant les influenceurs, tu vois, Alex Hormozy avec son launch à 150 millions, enfin son webinaire, je veux dire, là, avec ses livres et tout. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup d'attention, beaucoup de distribution, il avait la confiance, etc., la relation. Encore une fois, ce que disait Tugan, relation, technologie, il avait été dans la relation ici. Et ça, c'est quelque chose qui était assez récent. Si tu vois, au début des années 2000, c'était plus le code, la valeur économique, t'étais payé parce que t'es bon en code, en technologie, machin. Et ce que je dis, ça provient même pas de moi, hein, ça provient de Tugan Barra, encore une fois. Je vais pas m'approprier tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, comprendre l'économie, c'est tellement utile. Parce que regarde, aujourd'hui, la valeur économique, elle est dans la distribution et l'attention. Si t'as l'attention des gens, tu peux en faire beaucoup d'argent. Et quelqu'un qui aurait pu prévoir ça il y a 20 ans, et qui du coup se prépare pour l'économie de l'attention, et au début de YouTube par exemple, il commence à créer sa personal brand avant tout le monde, il commence à, je sais pas, au début d'internet par exemple, regarde typiquement Google, le fait qu'ils investissent dans le moteur de recherche, qu'ils aient fait un business dessus, ils ont été visionnaires de fou, ils sont arrivés avant tout le monde, et du coup qu'est-ce qui se passe maintenant? Et bah la valeur économique aujourd'hui elle est dans ça, et eux c'est le gros canal de Suez, en gros, il faut voir le canal, toi il faut que tu sois un canal, et tu vois le nombre de bateaux qui passent. Et tu te demandes, est-ce que dans le futur, il y aura beaucoup de bateaux qui vont passer par là ou pas? Et tu essaies de te placer là où il y aura le plus de bateaux. Et du coup, c'est pour ça qu'avec ça, en dehors du business en lui-même de façon micro, si tu vois de façon macro, tu peux te placer là où il y a le plus de valeur économique. Et encore une fois, ce que je dis, c'est vraiment niveau 1, niveau 0. Mais en quelque sorte, quand j'ai eu cette réalisation, en y pensant, je me suis dit, mais attends, genre, il y a tellement une question de connaissance quand tu penses par exemple à l'investissement. Si tu sais, genre, comprendre l'économie et comprendre tout ça, si tu dois investir, parce que investir en réalité c'est comme une thèse, parce que tu te dis potentiellement, je mets mon argent dedans, et dans le futur ça aura plus de valeur qu'aujourd'hui. Et bah du coup, si tu sais là où va se déplacer la valeur économique plus tard, notamment à l'ère de l'IA, typiquement, plus tard peut-être que tout sera automatisé, où sera la valeur économique plus tard? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Et bah justement, en étudiant un peu l'économie, et plus particulièrement du coup les domaines que ChatGPT m'a donné, et bah ça peut être très très utile pour être bon dans ça et bien se placer. Donc il m'a dit particulièrement c'est l'économie politique, étudier la monnaie et la macroéconomie, la sociologie des élites et comprendre la captation de valeur. Donc c'est les principes. Bon, captation de valeur en vrai, je vois un peu, peut-être qu'il me manque des choses, peut-être que je connais que la surface, je sais pas. Mais en tout cas, apprendre ça en fait c'est un niveau plus deep et plus au-dessus. Parce que c'est bien beau d'avoir son business, mais imagine, t'es dans une industrie qui est vouée à aller... Genre, imagine tu comprends pas qu'on arrive dans l'ère d'internet et toi t'es encore dans ton business avec les journaux papier. Et bah forcément, t'auras de moins en moins de parts de marché parce que de façon structurelle, il y a de moins en moins de bateaux qui passent par là. Et toi, tu restes sur le mauvais canal, alors qu'il faut bouger. Alors que le mec qui a bougé sur les articles sur Internet et les news Internet et tout, et qui s'est intéressé à l'audiovisuel déjà, à ce qui est informatique, etc., et bah lui, en avance, à ce moment-là, pendant que toi, t'es resté sur le format papier à l'ancienne, lui, il s'est placé là où il y a beaucoup de bateaux qui vont venir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'un bateau vient, il paye la taxe, il paye, et lui, il est placé. C'est son canal, tu vois. Bah, c'est exactement ça, en fait. Et je trouve que c'est vraiment puissant. C'est pour ça que je compte m'y intéresser. Actuellement, je connais pas grand-chose, mais pourquoi pas en parler plus tard au fil du temps quand j'apprendrai. Et surtout, vraiment, le nerf de la guerre, c'est comprendre où est la valeur économique dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut capter? Aussi, même quand ils pensent aussi, typiquement, dans le monde de la finance, la haute finance, ils créent peu de valeur, mais ils captent beaucoup. Genre, prends les traders. Les traders, ils créent aucune valeur, et pourtant, ils captent de la valeur. Tu vois? Parce qu'ils ont réussi à profiter d'un leverage, un truc à un moment il vaut tant, après... Mais en réalité, je dis pas ça dans le sens où c'est négatif. Tu prends même un commerçant, un produit, quelque part il vaut 1 euro, ailleurs il vaut 15 euros. Et bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il achète ici 100 produits pour 100 euros,
Là-bas, il les revend tous pour 1500 euros et paf, il a fait 1400 euros de profit. C'est exactement cette même métaphore et ça qu'on veut appliquer dans nos business. Tu vois, comment capter un maximum de valeur. Ce qu'on veut, c'est aussi créer de la valeur, mais si tu n'arrives pas à la capter, travaille un peu dans le vide, quoi. T'es comme l'âne qui travaille, mais qui fait ça gratuitement. Genre l'âne, il a uniquement à boire et à manger, pendant que le mec qui possède la ferme, là, lui, il profite bien, quoi. Il a les champs, il a les terrains, il a les propriétés, il a des gens qui travaillent pour lui, tu vois. Et tout à l'heure, au début, j'avais dit qu'il y a un point où j'allais m'ouvrir sur un truc assez personnel, et c'est assez profond, et je pense qu'il est temps qu'on en parle. Je vais te montrer ce dont il s'agit. C'était un post que j'avais vu, et quand je l'ai vu, je me suis rendu compte que peut-être que j'aurais un peu une perception différente de cette chaîne et de son objectif. Tu vas comprendre pourquoi. Faut juste que je le retrouve. If you didn't come from a rich family, make sure a rich family comes from you. Et je me suis dit, en réalité, est-ce que ce que je fais, ce serait pas seulement pour moi-même, mais pour derrière laisser une dynastie, tu vois, en quelque sorte, a legacy, tu vois, et créer une famille riche derrière moi. Et quand je dis riche, c'est pas forcément en argent. Évidemment, ça passe d'abord par les connaissances. Parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche l'extrême majorité des gens d'être riches, c'est leur manque de connaissances et leur ignorance. Et derrière, avec ceux qui savent, ce qui les empêche énormément, c'est de passer à l'action et d'agir avec leurs connaissances. C'est vraiment le nerf de la guerre, il est dans les deux là. Il faut savoir et il faut faire. C'est tout. Il y en a qui font mais qui savent pas, donc ils sont à côté de la plaque. Il y en a qui savent et qui font pas, donc ils sont dans la bonne direction, mais ils sont à 0 km/h, donc tu m'étonnes qu'ils avancent pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que je me dis, est-ce que cette chaîne que je fais actuellement, je pourrais pas en faire en quelque sorte un héritage pour ma famille, pour plus tard, imagine. Genre tu vois, les gens, ils se transmettent des choses de génération en génération. Et si je faisais la même chose, genre, t'imagines plus tard, si j'ai des petits-enfants, je deviens un grand-père, et je leur dis, regardez votre grand-père, comment il a construit sa richesse et tout. Genre eux, ils sont dans une villa tranquille dans la piscine, ils profitent de la vie, parce que c'est des fils de riches, parce que moi, j'étais un fils de pauvre, enfin pauvre. Pauvre, ce serait ingrat comme terme. Mais disons, vie genre vraiment ultra normale, pas classe moyenne, classe populaire, je sais pas si ça se dit comme ça, mais normal quoi, SMIC, voilà le SMIC tout simplement. Tu vois, c'est un SMIC, vivre dans un bâtiment, école publique, normal. Et à partir de ça, imagine, j'arrive à créer une legacy où dans ma famille c'est homeschooling, c'est-à-dire éducation à la maison avec professeur privé, vivre dans des villas, des grands logements, des trucs, des palaces. Non, palace c'est vraiment trop abusé. Est-ce que quand je dis palace c'est trop abusé, c'est pas parce que j'ai des standards trop faibles à cause de mes influences. On a dit on est dans la métacognition. Là c'est une pensée que j'ai évoquée, c'est une parole que j'ai faite et que j'ai prononcée qui provient de ma pensée. Mais d'où vient ma pensée? Quand je dis palace c'est trop abusé, moi je pense que ça vient du fait que je suis français et en France on a trop honte d'aimer la richesse et de vouloir être riche. Encore moi ça va, parce que comme j'ai dit ici je parle à des marketeurs, des gens qui veulent devenir riches, qui sont à l'aise avec ça et tout, donc franchement je m'en fous. Mais ce que je veux dire c'est que quand tu veux vraiment avoir de hauts standards et prétendre à de grandes choses, genre imagine, tu dis j'aimerais toujours voler en jet privé et ne jamais avoir à reprendre un avion, genre avion de ligne, il y a un peu un sentiment de malaise parce que souvent, il y a une distance entre ce que tu dis et ce que tu penses et ce que la personne pense aussi. Genre souvent, ils vont penser que t'es hautain, ils vont penser que tu veux rabaisser, voilà, que tu veux rabaisser les autres, que t'exagères, tu vois. C'est pour ça quand j'ai dit palace, attends, je vais voir. Ouais, c'est même pas... Franchement, si t'es assez riche, ça s'achète quoi. Hein. Ouais, tu vois, c'est... Oh, c'est incroyable. C'est un palais en fait, un palace, c'est un palais. En anglais, bah oui. Buckingham Palace. Comment c'est propre. Imagine, imagine mes petits-enfants, ils vivent là, dans 50 ans. Pouah. Tu sais, c'est bien 2 minutes, mais c'est pas ça qui me fait tant vibrer, en vrai. Je me dis, c'est sympa, mais c'est bien une semaine, quoi. Mais après, une fois que tu vis, c'est pas ça qui va te fulfill. Et ce que je voulais dire par là, c'est que imagine cette chaîne YouTube et toute cette documentation, j'en fais en quelque sorte un héritage pour les futures générations, et surtout, si je veux que dans ma famille, la richesse ne se perde pas et qu'elle... Mais... En fait, regarde, je suis en train de dire, j'ai envie, admettons que plus tard, si j'ai des petits-enfants, machin, une descendance, que eux, ils maintiennent cette richesse. Mais comment tu veux espérer de gens qui n'ont pas vécu dans une galère et qui ont dû s'éduquer, qui ont dû se confronter à l'inconfortable et qui ont dû apprendre tout seul et avoir cette volonté et avoir cette flamme, des gens qui n'ont pas tout ça, comment tu veux espérer qu'ils aient autant que le mec qui a dû grind, qui a dû apprendre, qui était locked in. S'il y a aucune conséquence, il n'y a aucun enjeu. Le mec, qu'il soit bon en business, qu'il apprenne l'économie, qu'il apprenne
la macroéconomie ou la monnaie ou je sais pas quoi, tout ce que je suis en train d'apprendre, qu'il apprenne la psychologie, le marketing ou qu'il l'apprenne pas, si le mec, dans les deux situations, il sera quand même riche, pourquoi est-ce qu'il le ferait? C'est ça la question. Certes, l'éducation, c'est premièrement l'éducation de connaissances, mais comment tu veux transmettre des connaissances à quelqu'un qui n'a pas la volonté d'apprendre? C'est un débat un peu lointain, mais quand j'y pense, quand j'y réfléchis. Après, d'un côté, en vrai, je suis égoïste. Je sais pas, c'est un côté en moi. Certes, je suis empathique et tout, mais je me dis, si, genre, au bout de la 3e ou 4e génération, toute ma fortune est dilapidée et personne ne veut lock-in et suivre tous mes enseignements actuels pour apprendre et devenir meilleur, en quelque sorte, c'est eux qui l'auront voulu et moi, je serai plus là. Donc, en vrai, je m'en fous un peu. Genre, laisser un truc derrière soi, c'est bien et tout. Mais si tu laisses tout un cadre bien, tu leur mets le protocole, faut suivre ceci, c'est comme ça si tu veux maintenir la richesse, être riche et tout, et eux derrière, ils le suivent pas, moi, je serai plus là, donc c'est son problème. Même si c'est mon petit-petit-fils, machin. Et alors, en fait, dans la vie, il y a forcément... Les actions ont forcément des conséquences. Tu peux pas retirer cette loi de l'univers. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il fait n'importe quoi, il va lui arriver n'importe quoi. Mais j'ose espérer que... En fait, quand tu vois les grandes dynasties, ouais, mais eux, en fait, ils se transmettent des assets. Ils se transmettent avec des trusts, du patrimoine, tout ça. C'est pour ça aussi que eux... Genre, imagine, tu possèdes un hedge fund. Forcément, tu vas transmettre ça à ton fils, il pourra pas devenir pauvre. Si ton truc, il fait 20 millions par mois, forcément, lui, comment tu veux qu'il perde ça? Et du coup, Ouais, c'est ça aussi le truc. Mais si je lui donne mon... tu transmets un funnel, t'inquiète pas, le funnel, il va te le bousiller. Il va rien faire du tout. Ouais, c'est pour ça que... Je sais pas trop, en vrai. Mais quand même, cette volonté qui est un avant-après, genre être le premier dans sa bloodline, le premier dans sa famille, à être millionnaire, d'un côté, c'est vraiment tentant. Hein. If you didn't come from a rich family, make sure a rich family comes from you. Mais aussi, ce que je me demande, est-ce que dans les prochaines générations, ouais, en fait, l'avenir, il est trop incertain. Avec l'IA et avec l'automatisation du travail, et même le travail du tertiaire et de la pensée, qui ne nécessite plus les humains, ils vont faire quoi les humains sur Terre, s'ils travaillent plus? C'est ça que je me demande. Mais est-ce qu'on aura toujours besoin de l'argent? Mais si toute l'humanité a des machines qui... Non, bah non. Si, je veux dire si. Parce qu'il y aura forcément des gens qui voudront maintenir une supériorité sur les autres. Le petit groupe, la petite élite qui voudra maintenir son pouvoir sur le reste. Et donc, en maintenant l'argent, genre pour accéder à la technologie qui peut travailler pour toi, il faut de l'argent. Ouais, en vrai... Ah, je sais pas, c'est complexe un peu. Après, faut connaître beaucoup de facteurs pour avoir une bonne thèse sur le futur. Hein. Parce que il y a énormément de facteurs. Et aussi des choses qu'on va même pas voir venir. Mais je pense que ça, faut pas trop y réfléchir. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que faire en sorte que cette chaîne actuelle, ce soit un héritage pour les futures générations qui proviennent de ma famille, ce serait incroyable. Ce serait magnifique. Imagine là, que je suis en train de parler, là, il y a mon futur arrière-petit-fils qui m'écoute. Mais il vivrait où sur Terre déjà? Ça se trouve, il sera au Tadjikistan. Ça se trouve, il sera partout en même temps. Je sais pas. Ça se trouve, il sera en Russie. Ça se trouve, il sera en Australie. Ça se trouve, il sera en Égypte. Ça se trouve, il sera en Algérie. Ça se trouve, il sera en Iran. Ouais, non, évitez l'Iran. Avec les chiites et tout. Mais bref, la vidéo, je crois elle a fait 2 heures là. Franchement, en fait, c'est comme un espèce de podcast. Mais la vérité, ce que je dis, il peut être, à part les visuels, quand je suis sur Paint, je fais des trucs et tout, il peut être juste écouté. Tu peux l'écouter pendant que tu fais ta vie et tout, mais juste attends, quitte pas cette vidéo parce que j'ai envie de dire un truc bien particulier que j'ai mentionné avant. Les prochaines vidéos, il y aura un rythme beaucoup plus régulier parce que ce que je compte faire maintenant, c'est quoi? C'est que je vais lancer Google Ads. J'ai balancé de l'Ads parce que ma VSL, elle est prête. C'est bon. J'ai mon funnel qui est prêt. Les produits, ils sont prêts. Faut que je fasse un peu le back-end, mais en gros, maintenant c'est prêt. Donc je vais me lancer Google Ads et mon revenu, il va commencer à se passer des choses. Soit je suis dans le négatif, soit dans le positif, mais il y aura des choses à ajuster et je serai plus dans la théorie. Il y aura un business à analyser, à améliorer. Donc voilà ce que je voulais dire. Les vidéos, je vais essayer d'en faire plus régulièrement, des vidéos plus courtes, parce que là, des grosses vidéos longues comme ça, voilà. Donc des fois, c'est vrai que ça peut être assez compliqué à digérer, mais voilà ce que je voulais dire. En tout cas, c'est un plaisir. Je suis vraiment content de faire ces vidéos parce que je me fais kiffer. Genre, je dis ce que je pense et en quelque sorte, je peux partager des pensées qui sont... Dis-toi que toutes ces pensées, à chaque fois je dis j'en ai parlé avec ChatGPT, j'en ai parlé avec ChatGPT. Et si j'en parle autant avec ChatGPT, c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui sont autant informées sur ces domaines et qui vont comprendre là où je veux en venir. Quand je parle de métacognition, de psychologie, de comprendre les biais, machin, quand je parle de à quel point la compréhension de l'économie influence la capacité à capter de la valeur, tout ça. Même le truc de Bernays avec la psychologie, l'association, le fait que nos pensées proviennent de ce qu'on a associé, le biais de disponibilité, machin. Tous ces trucs, je les ai discutés en large et en travers. En long et en large et en travers avec ChatGPT. Et du coup, je me dis, là, en parlant en vidéo quand même si je suis en train de parler avec une caméra, le fait que ça aille à des humains et que derrière les commentaires soient des humains qui les mettent et que plus tard, peut-être que quand je parle à des gens, ils me diront « Ah, t'en as parlé dans ta vidéo, ça je me rappelle et tout », tu vois, ça fait que ça permet un peu d'envoyer
ça à l'humanité en quelque sorte. Et je trouve que c'est plus humain, c'est plus social. Je sais pas, c'est spécial. En tout cas, voilà. Maintenant, c'est ce que j'avais à dire. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler chiffres. Je suis pressé. Et merci de m'avoir écouté. Et vas-y, maintenant, on attaque la suite.